Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission du kiosque en ce 21 novembre 2024. Bonjour Raphaël, avec nous ce soir. Raphaël Siminor, comment ça va? Eh bien très bien, très bien. J'ai passé une semaine à Paris. Je suis allé dans un petit séminaire pour les élus municipaux. Et je suis revenu à temps parce qu'il faisait à peu près 10 degrés à Paris la semaine dernière, mais cette semaine, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il neigeait. À Paris, il neigeait. Mais il y a de la neige. Il y a de la neige, oui. Il y a de la neige. D'après mes souvenirs, quand il y a de la neige, il ne fait pas trop froid quand même. Tu as été à Paris pour le Congrès des maires, c'est ça? Non, j'étais juste avant le Congrès des maires. Juste avant. Okay. Mais bon, il m'avait été proposé de rester, mais ça faisait 15 jours, c'était quand même un peu lourd. Donc j'ai préféré rentrer avant le Congrès des maires, malheureusement. Ouais. Très bien. Mais j'ai fait tellement souvent ce Congrès des maires, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont importants, notamment pour ceux qui concernent les finances locales, puisqu'on sait très bien que le gouvernement propose de racler 5 milliards sur les collectivités locales, estimant que ce sont les collectivités qui sont les plus dépensières. Évidemment, nous nous inscrivons en faux par rapport à ça. Et il ne faut pas que le gouvernement oublie que les collectivités locales sont le prolongement de l'action gouvernementale pour équiper le pays. D'accord, très bien. Michel, bonsoir, bienvenue, le rédacteur en chef du journal Justice, en pleine forme. Bon, ben écoute, alors, je viens ici pour remplir, à mon avis, une obligation morale. C'est qu'il y a le décès du grand historien martinico-guadeloupéen, Jacques Adélaïde Merland. Et je suis venu à montrer aux téléspectateurs un de ses nombreux ouvrages, mais que je considère comme le plus intéressant, parce que c'est un ouvrage qui était destiné au 3e et au 4e, et qui a la particularité, d'une manière un peu très simple, de raconter l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe en parallèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on montre bien à la fois les similitudes entre les deux pays, mais aussi les différences. Hein. Les deux pays ou les deux départements? Les deux pays. Pays, d'accord. Pays. Bien sûr. Pays. Et d'ailleurs, la deuxième chose, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est que j'ai rencontré personnellement Jacques Adélaïde Merland quand j'étais président de l'association des étudiants martiniquais, la GEM, en 66-67. Et nous avons lancé, ensemble, avec d'autres Martiniquais et d'autres Guadeloupéens, une revue qui s'appelait Conscience antillaise. Alors déjà à l'époque, nous avions bien sûr rompu avec l'assimilation. C'est pourquoi je me voyais quelquefois m'indigner quand j'entends dire qu'on veut les mêmes prix qu'en France. Bon, c'est une revendication fondamentalement assimilationniste. Bon, bref. Nous avions donc bien pris conscience que nous étions des nations en formation. Et donc nous avons, malheureusement, nous n'avons fait paraître que 2 ou 3 numéros. Et je n'arrive pas à retrouver. Alors j'ai un bureau, si tu viens voir chez moi, j'ai un bureau qui est un fatras. Je n'arrive pas à retrouver dans mes archives. Alors Jean-Louis Fonsa, que tu connais, a trouvé quand même un facsimilé, il a publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux, de cette revue qui s'appelle Conscience antillaise. En tout cas, Jacques Adélaïde Merland est un grand historien, grande recherche, qui a fait beaucoup de recherches, mais sa particularité, c'est que il est de ceux qui nous ont formés, parce qu'il était plus âgé que nous, bien sûr, ils nous ont formés à l'idée que le destin de la Martinique et de la Guadeloupe était un destin commun. Et que, par conséquent, cette espèce de cancan qu'on essaie constamment de faire ressurgir à partir de différences naturelles, mais de différences qui viennent de l'histoire.
Très bien. Mathieu, Voilà. comment ça va? Bonsoir Mano, ça va va très bien, bonsoir à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Et je suis ravi d'être parmi vous ici ce soir en tout cas, et de Bien. partager ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Cordémy. Bonsoir Karine, comment ça va? Bonsoir Mano, bonsoir à tous et à toutes, et puis bonsoir aux chroniqueurs. Ça va? Ça va. Oui. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Le week-end approche. Oui, et puis j'ai une pensée pour Julot qui est décédé il n'y a pas très longtemps, lundi, et j'embrasse ses proches. D'accord. Puisque tu parles de décès, aujourd'hui nous allons commencer l'émission en parlant de Paulo Albin. C'est le chanteur emblématique de la Perfecta, mais il a fait aussi d'autres choses. Il a fait une carrière solo en tant que Paulo Albin, avec des morceaux comme Vacabon, parce qu'il n'était plus dans la Perfecta, enfin bon, bref. Mais je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs chanteurs martiniquais, me semble-t-il. Et là, il va manquer. Il avait 78 ans, mais il continuait à chanter. Et sa voix n'avait guère bougé. Guère bougé, c'était vraiment un excellent chanteur. On écoute un petit bout du morceau que vous avez choisi dans le Nodal. C'est de ça qu'il est mort. Oui. Enfin, Il n'y a parce pas que que ça. ouais, ouais. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Non, mais c'est des comorbidités issues naturellement de la dialyse. Quand tu n'as plus les reins qui fonctionnent, forcément. Voilà, donc en tout cas, Paulo Albin va nous manquer. Sa veillée, ce sera demain vendredi. Pour ceux qui nous regardent ce soir, c'est demain vendredi de 15h à minuit, à 23h. À 23h. Et l'enterrement, ce sera samedi matin à 9h à l'église paroissiale du Robert. Donc voilà. Il faut juste préciser que ça sera au hall des sports de Mansart la veille, puisqu'il y a eu plusieurs hypothèses, oui. mais le hall des sports de Mansart qui a été retenu. C'est ça. On pense qu'il y aura beaucoup de monde. Déjà, les Robertains ce sont des fervents fanatiques. Mais en plus, il y a des gens qui viennent de New York, de partout, pour saluer Paulo Albin là, pour son dernier voyage. Voilà. Est-ce que quelqu'un, les jeunes là, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas dansé sur la Perfecta? Bien sûr. Ah, moi, j'étais un fan de la Perfecta. Hein. Oui. Je suis de la génération. Tu pourrais nous chanter, comment s'appelle la chanson, le gros tube? Eh bien, bravo, Manu. Ah, bah, on m'a chanté. Pas- Bon, mais. La divinité, la chanson La divinité. On te ça, tiens, baiser madame là pour Et puis il y a ce morceau-là, Toute bagaille Paris. Oui, toute bas est Paris. Ouais. Je me rappelle que ce morceau-là est sorti dans les années, un peu avant les années 80. Et j'étais rentré en vacances, j'étais étudiant en France, et je reviens avec ce morceau-là, et je fais écouter ce morceau à un copain, un camarade, qui était resté, qui n'était pas entré. Dès que Bouga a écouté ça, Bouga presque pleuré. Tellement il a trouvé ça extraordinaire, génial, quoi. Mais c'est la patte de Daniel Marie-Alphonsine. Daniel Marie-Alphonsine, oui. Daniel Marie-Alphonsine a été un élément fondamental pour la Il y avait Perfecta. Ravo aussi. Oui, mais Ravo était au trombone. Mais Daniel Marie-Alphonsine, c'est lui qui composait ces morceaux, des morceaux emblématiques, des morceaux qui ont fait le succès de la Perfecta. Et puis l'autre souvenir que j'ai, et Mano, tu étais peut-être là d'ailleurs, c'était les 10 ans de Perfecta À Sainte-Anne. À Sainte-Anne. On a à la dit que Pointe-Marin. la Martinique a penché ce jour-là. Ah oui, clairement. À Mais moi, force qu'il y j'étais avait là. du monde. J'étais là, personne n'arrivait à rentrer ni à sortir de Sainte-Anne. Ouais. Tu ne pouvais rentrer ou sortir que par la mer. Voilà. Sinon, enfin, heureusement que j'avais un copain qui avait une maison à Sainte-Anne dans le bourg. Et nous étions là, nous pas ni chemin pour nous te faire. Parce que, bon, on était sur place.
mais c'était extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a eu une autre manifestation de ce De type-là. cette envergure-là, non. Ouais, c'est ça. C'est le dernier grand orchestre martiniquais. Avant, tu étais les Blue Stars. Tu as connu ça? Blue Star, de nom. Ah. Bon, en tout cas, il y a eu une série de grands orchestres. Bon. Et puis tu avais des orchestres guadeloupéens. Bon. Avec. Bon. Les Aiglons, Bon. par exemple. Mais il y a d'autres aussi. Bon. Mais à mon avis, ça a été le dernier grand orchestre martiniquais qui s'inspirait à la fois de la salsa, mais aussi de la musique martiniquaise. Tu vois, il y avait les deux dans leurs inspirations, quoi. Tu vois. Ouais. Ils ont donc et puis avoir une pléiade de musiciens talentueux. Tout à fait. Alors quand même, Oui. Mano, toi qui as côtoyé de très près Polo Albin, puisque on sait très bien que tu as managé ce fameux groupe qui a fait danser beaucoup de monde, n'est-ce pas? À un moment, oui, c'est vrai. Ah oui, mais ça a vrai. marqué l'histoire de la musique martiniquaise. Mais Polo Albin dit, la perfecta, je suis la perfecta et la perfecta c'est moi. Alors je veux quand même attirer l'attention de nos téléspectatrices et nos téléspectateurs pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disputent le label perfecta. En fait, il y a eu 3 perfecta. Il y a la perfecta de Polo Albin, bon, qui marchait bien parce que, bon, effectivement, lorsqu'on pense à la perfecta, on pense à Polo, ça c'est sûr. Mais il y a eu un groupe autour de Marius Priam, enfin, si je dis des bêtises, tu vas me corriger. Et puis, il y a le fils de Daniel Marie-Alphonsine. J'ai assisté d'ailleurs à un concert qu'il a donné à Tropicatrium, il y a à peu près 2-3 ans, magnifique, avec effectivement des morceaux qui étaient joués, mais de manière, enfin, à la perfection. C'était magnifique. Donc, ce qui fait qu'il y a 3 groupes qui se targuent d'être les successeurs de la perfecta d'origine. Donc voilà, mais Polo n'étant plus là, bon, je pense que ça va retomber forcément sur le groupe qu'il manageait, enfin et les autres peut-être vont en profiter, mais il faut surtout pas que la perfecta meure parce que c'est dans notre musicologie et c'est extrêmement précieux. En fait, depuis que Daniel Marie-Alphonsine a pris les rênes de la perfecta comme pianiste, arrangeur, c'est là que beaucoup des succès que nous connaissons, comme La Divinité, comme Toute bagaille pareille, comme Il le fallait, avec Michel Golzom aussi, faiseur de tubes. C'est Jean Tuernal qui est l'auteur-compositeur de La Divinité. Ça a été La Divinité, un gros tube. Malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Voilà, Jean est parti au mois de janvier, décédé au mois de janvier. Ouais. Donc, il y a eu de grandes étapes de la perfecta à plusieurs moments. Ouais. Et bon, voilà, mais les choses se bousculent, les choses changent, ma foi. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, Polo, tu vas nous manquer. C'est une voix, un talent qui a laissé, pour pouvoir dire, c'est une légende, quelqu'un qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Ça, c'est clair. Et parce que des fois, on reste centré sur la Martinique, mais j'ai reçu des messages de personnes du monde entier. J'ai même des fois été surpris de certains élus du tout pays qui m'ont mis en copie de messages de condoléances qu'ils ont envoyés. Et ça marque qui il était et ça démontre le caractère international qu'il avait. Voilà. Enfin. Ok, ben voilà. J'ai un mot que je retiendrai quand même, c'est générosité. Parce que j'ai assisté à plusieurs concerts, mais notamment dans le cadre du festival culturel de la ville de Fort-de-France, où il devait jouer normalement 2 heures de temps à peu près, c'est ce qui était prévu. Mais 3 heures, 3 heures et demie, il continuait à jouer avec une générosité, etc. Et ce sont des choses rares, très souvent qu'on voit, parce que souvent on voit de nos jours que dès que l'heure est arrivée, on arrête, c'est fini à 5 minutes près quasiment, on ne veut même pas faire un morceau supplémentaire, mais lui, tout au bout, il était prêt à rester quasiment toute la soirée avec le public qui lui redonnait cette ferveur-là, ce soir-là. Mais pour vous dire un souvenir de studio, parce qu'on a travaillé ensemble lorsque j'ai monté mon studio à Trinité, Polo avait la facilité d'écrire très rapidement des textes et des mélodies. Et lorsqu'on enregistre en studio, lorsqu'on fait la partie rythmique, j'ai envie de dire, avec toutes les machines qu'on a maintenant, après le chanteur doit mettre une voix témoin. Donc on lui demande de chanter,
de manière à guider les chœurs, de manière à ce qu'on sache où les chœurs vont entrer, où c'est qu'il y aura les cuivres, comment la basse joue à ces endroits-là. Et ça nous avait marqué parce que pour l'eau, lorsqu'il fait une voix témoin, après on lui disait, sors de là, tu ne vas pas rechanter. Ah mais non, mais c'est une voix témoin, je veux refaire. Donc il dit, saute-il là, le truc est déjà nickel à la première prise. Polo Albin a interprété d'ailleurs le tout premier JM Harmonie, cette fameuse chanson Noël, où il interprète et il dit Noël, Noël, et puis ça monte. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est en 1982. C'est la première fois que je travaille avec lui. Et diffusé encore jusqu'à maintenant de manière assez large. Ouais. C'est diffusé chaque année. Chaque année, Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose. L'hôtel Batelier, la procédure de liquidation est suspendue, les licenciements des salariés également. Est-ce qu'on s'y attendait? Est-ce que ça vous surprend qu'on puisse... Ça me rappelle un petit peu l'histoire de France Antilles. Il y avait déjà une décision de prise et puis après, on a revu les choses. Bon. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est qu'on peut s'en féliciter. Bon, il est certain que, d'une part, les deux autres offres, celle de la famille Mauplaisien, qui a quand même été la responsable d'amener cette belle réalisation au stade de pratiquement la faillite, et non mais c'est ça, bon. Avec une ardoise considérable. Et deuxièmement, les deux capitalistes. Capitalistes? Ah oui, de la Guadeloupe, oui. Oui. Ce sont des capitalistes. Hein. Tous ceux-là sont des capitalistes d'ailleurs. D'accord. Bon. Non, c'était pour être sûr d'avoir bien entendu. Oui, ce sont des capitalistes. Bon, si on veut adopter un langage soft, des chefs d'entreprise. Et le langage d'aujourd'hui veut décolorer. Bon, ce sont. Bon, Vial Collet, c'est un chef d'entreprise entreprenant, important de la Guadeloupe, président de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, mais c'est un capitaliste. Qui a investi aussi sur Corsair. Bon, et là, bon. Donc, quand je dis ça, je ne dis pas ça avec... et d'ailleurs, vous savez la position de notre journal, nous ne faisons pas de différence entre les capitalistes blancs et les capitalistes de couleur. Bien. Alors, moi, oui. Vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que l'originalité de ce dossier, c'est que les salariés ont voulu créer ce qu'on appelle une SCOP, société coopérative. D'après ce que j'ai compris, ils n'auraient pas à supporter le passif de la société. Ils avaient lancé d'ailleurs une cagnotte Letchi. Ils ont, alors, 52 €, je crois, ou 55. À la place où trouve, après le séminaire, il y avait peut-être 2 semaines, Ursulé, qui à cette occasion a repris sa casquette d'ancien syndicaliste de la CDMT, et les salariés de cette entreprise sont syndiqués à la CDMT. Et la CDMT a été longtemps le syndicat majoritaire dans l'hôtellerie martiniquaise. D'accord. Bon, donc, c'est ça qui est important. Alors, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais moi, je crois qu'il faut se féliciter de cette décision, parce que ce sera l'occasion, si ces travailleurs-là réussissent leur cours et obtiennent quand même le concours des Martiniquais, parce qu'ils font appel quand même au grand public martiniquais de donner à cette cagnotte, de prouver que les travailleurs, parce que c'est ça, de prouver que les travailleurs peuvent créer et diriger une entreprise. Ok, alors Raphaël. Donc il faut effectivement saluer le courage, mais la pugnacité des salariés qui ont décidé de se battre pour que leur outil de travail ne soit pas mis entre les mains de personnes dont on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Mais je pense que plus particulièrement, il faut qu'on s'interroge sur ce modèle
d'hôtellerie ici, dans ce pays. Pourquoi? Rappelez-vous le Méridien. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs initiatives qui ont été prises depuis une dizaine d'années pour pouvoir reconstruire le Méridien sur un espace qui est extrêmement attractif, parce que magnifique, au bord de l'eau. Et personne n'a jamais réussi à mener à bien cette initiative, en tout cas à mener jusqu'au bout. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est un modèle qu'il faut conserver avec un nombre de chambres relativement important. Méridien. Il y a le Carobé aussi. Oui, Marouba, Carbessé. Le Marouba, jusqu'à L'hôtel maintenant. de C'est un Sainte-Anne petit aussi. peu différent par rapport Oui. au Oui, Méridien. Au je Méridien, pense il y a que déjà un Mathieu- repreneur. Oui, Au oui. Méridien, il y a déjà un repreneur. Non, mais Il y a eu des procédures judiciaires, d'ailleurs, Oui, qui je sais étaient sur bien. le dossier. Il y a des repreneurs depuis longtemps. Oui, depuis c'est ça. longtemps. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si ces repreneurs ont envie véritablement d'aller jusqu'au bout. Donc il faut qu'on se pose la question. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est effectivement les locations saisonnières. Les gens, quand ils arrivent dans le pays, bon, ils veulent avoir une certaine liberté, et puis ça leur coûte moins cher. Donc ils vont, effectivement, dans ces locations saisonnières, ils ont bénéficié d'une maison avec piscine, etc., etc., ils sont tranquilles. Donc, on a certainement besoin de ce type d'hôtellerie, évidemment, parce qu'il y a des hôtels d'affaires, comme par exemple Caribéa. Caribéa, enfin le groupe Caribéa, qui a plusieurs hôtels. L'hôtel qui est à côté des OCI, là, c'est ça, non? Oui, Non, oui, Ça, c'est le ça, Squat c'est le Hotel. Le squat, C'est un peu avant le squash. et puis Valmenière Valmenière aussi. Et ces hôtels-là, Il y a l'hôtel apparemment, Pointe-Simon, fonctionnent il y a de bien. nouveaux, Fonctionnent il y a bien. de nouveaux hôtels. Mais à mon avis, il faut des hôtels de plus petite taille pour que les initiateurs puissent s'en sortir. Il faut que les tailles soient reconfigurées, reconsidérées pour qu'effectivement ça fonctionne. Alors je suis quand même inquiet parce que la décision n'est pas annulée, elle est seulement suspendue. Suspendue, c'est très important. Le dossier sera examiné dans le fond le 25 Dans novembre. le fond, faut le pas 25 oublier ça. novembre, Donc, avec, notamment, et des plans de continuation seront présentés. Mais cette espèce de scope que veulent créer les salariés, est-ce que ça va tenir la route? Parce qu'il y a un investissement extrêmement important à faire. Tout à fait. Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, Lionel Richie est venu ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il était logé à l'hôtel il est reparti. Batelière. Il est reparti. Il est reparti. Il a dit Il est non, c'est pas reparti. possible. Non, Il est reparti c'est-à-dire de qu'il a l'hôtel. considéré que l'hôtel n'était pas dans des conditions optimum et l'hôtel Voilà. par rapport à l'entretien de l'hôtel, etc. Voilà, C'est pour exactement. ça avait fait toute une Depuis cette polémique, époque, il y a plus de 10 ans. Hein. Il y a plus de 10 ans. Ça veut dire qu'il y avait un investissement lourd à faire. Qui est capable aujourd'hui de faire un investissement, de produire un investissement lourd pour cet hôtel? Je ne sais pas. La SCOP, c'est une belle idée. C'est ce que prétendait bien le collègue. Oui, et c'est pour ça qu'on lui a vendu quasiment l'hôtel pour un peu plus d'1 million. 6. 1,6 million. 6, ouais. Ouais, 1,6. Ce qui naturellement. Avec une évaluation qui est faite normalement, en tout cas, qui était faite par l'administrateur judiciaire autour de l'ensemble de l'actif, avec l'ensemble du foncier, bien sûr, de 40 millions. Donc c'est là où il y a. 41 millions d'euros. Ouais, à peu Mais près, c'est quand même autour de scandaleux. 40 millions. C'est quand même scandaleux. Parce que c'est quand même plus d'un Non, million. ce que je voudrais dire, c'est effectivement, comme l'a dit, le dossier sera jugé dans le fond. Les juges prendront une décision entre plan de continuation de ceux qui étaient déjà là, les anciens propriétaires, entre l'offre de reprise, le groupe, on l'a dit, il y a 2 groupes d'ailleurs, parce qu'ils s'étaient séparés des choses, l'offre de reprise, et notamment, entre autres, avec où la SCOP que présentent les salariés, les 55 salariés, et puis plus globalement, parce qu'on parle de 55 salariés, mais en gros, il y a quasiment 150 salariés, puisqu'il y a Les CDD, tout ça. Voilà, Emplois, exactement, il y a ouais. des emplois où, en fonction de la haute saison, basse saison, etc. Et en plus, ils travaillent avec beaucoup de prestataires. On n'a pas parlé aussi, hein, parce qu'un hôtel, c'est quand même, ils sont livrés par des agriculteurs, par des gens. Derrière ça, il y a toute une économie. Effectivement, comme l'a dit Raphaël, en Martinique, quasiment tous les hôtels doivent être rénovés. D'ailleurs, le Club Med a un plan de rénovation qui est en cours, qui a déjà commencé. Ils ont une extension qui, il me semble, si je ne me trompe pas, qui sera mise en place. Mais c'est vrai. Et on avait un hôtel, je crois que c'est l'hôtel Batelière, faisait environ 160, 180 chambres. Il n'y avait que 30 chambres viables, à peine, 30 à 20 chambres qui étaient ouvertes avant la fermeture. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que comment un hôtel peut s'équilibrer Bien quand sûr. il n'a que 20 chambres, 20-30 chambres, alors que normalement il a une capacité de 180 chambres. Avec un Toutes nombre les de chambres se salariés sont fermées. constant. Toutes les chambres Oui. ont dû être fermées au fur et à mesure parce qu'elles étaient vêtues, elles méritaient de rénover. Il y a effectivement, cet hôtel aura besoin de très gros plans d'investissement, je ne sais pas de combien de millions. Et là où j'ai une hésitation, où je n'ai pas compris la décision des juges, mais je respecte toujours ce que prend la justice, ce que prend la décision de la justice, pourquoi avoir séparé
une partie du foncier l'avoir vendu et d'avoir maintenu que le bâti. Parce que l'hôtel, il a besoin de bâtiments pour pouvoir être... Il a besoin de parking, etc. Surtout quand on sait que le parking qui était devant est déjà vendu. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Là où les gens stationnent, quand ils vont au séminaire, etc., parce que c'est un hôtel qui vivait beaucoup de séminaires, le parking qui est devant est déjà vendu un groupe. Normalement, il y a un centre commercial qui doit venir là, qui doit être installé. Je ne veux pas citer de marque, mais il y a un centre commercial. Donc, ce qui fait qu'on aura un hôtel sans stationnement. Même si on le rénove, on le fait bien. Vu l'orientation qui est prise, on ne peut pas laisser un hôtel sans stationnement. Surtout pour un hôtel d'affaires et qui organise des séminaires, etc. Et c'est là où je n'ai pas vraiment compris la décision. Entre autres, au-delà du fait que, bien sûr, comme tout le monde l'a dit ici, il faut sauvegarder, trouver une solution, parce que 55 pères et mères de familles qui se retrouvent au chômage en Martinique, même 1 ou 2, c'est déjà catastrophique, mais comment vont-ils faire pour s'en sortir? Et c'est une crise sociale énorme en Martinique à ce niveau-là. D'accord. Karine, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans la symbolique, moi je pense que solidairement, on devrait apporter une contribution aux employés qui essaient de sauver l'hôtel. Mais symboliquement, on est en train de perdre au fur et à mesure des choses qui sont marquantes pour les gens qui sont de passage à la Martinique. Demain, l'hôtel sera transformé pour peu qu'on le mette dans une esthétique minimaliste. On perd un peu l'identité de ce qu'on a chez nous et on a besoin de marqueurs, de choses qui, tout comme la Montagne Pelée, tout comme d'autres endroits en Martinique dont les gens se rappellent et que les gens prennent plaisir à revisiter. L'hôtel Batelière, c'est un hôtel phare en Martinique, tout comme l'a été l'hôtel Méridien que j'ai connu et comme le Club Med, etc. Mais on a besoin de ces choses-là. Donc, essayons de ne pas perdre ce qui est précieux pour la Martinique, essayons de valoriser ce que l'on a, de l'entretenir correctement. Et tout ça, c'est l'affaire de chacun, j'ai envie de dire. Bien. Mais a-t-on les moyens de pouvoir... ça, c'est autre chose. La gestion était probablement... enfin, c'est ce qui a été signalé dans les rapports. Mais... en quelque part, un site aussi exceptionnel, c'est dommage de le laisser se dégrader ou bien être vendu à vil prix. Et puis les salariés n'ont pas de salaire depuis le mois d'octobre, ni octobre ni novembre. Parce que là se pose la question. Noël arrive. L'administrateur va-t-il verser va-t-il verser et où va-t-il trouver les fonds? C'est surtout ça. Michel? Je souscris à tout ce qui a été dit, même si ça peut paraître contradictoire, mais je pense que l'observation de Séminor est juste. Le maintien de l'activité, certes, mais ça n'empêche pas de s'interroger sur le modèle touristique que nous voulons défendre. Bon, alors, il est certain que la demande touristique tu dois le savoir, la demande touristique est différente aujourd'hui. Par conséquent, en plus, nous avons une concurrence extrêmement forte de nos voisins de la Caraïbe, avec des salaires beaucoup plus bas. Bon, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Lorsque je vois comment l'hôtellerie se porte à Sainte-Lucie, franchement, quand on va à Sainte-Lucie, on voit comment les hôtels qu'il y a là-bas, et on se demande comment ils font. Je ne sais pas si ce sont des fonds américains ou d'Angleterre, d'où sort tout cet argent, mais en tout cas... c'est clair que la destination de Sainte-Lucie en ce moment, elle est en tête de gondole et la Martinique est loin derrière tout ça. Mais il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de facteurs. Effectivement, tu l'as dit, ce sont souvent des fonds de pension, etc., des fonds qui viennent de l'extérieur. Mais au-delà des fonds, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Pendant le Covid, à Sainte-Lucie, par exemple, une fois qu'on a annoncé le Covid, l'ensemble des salariés ont été licenciés, notamment dans l'hôtellerie, dans tout ce qui touche le tourisme. Sainte-Lucie vit essentiellement du tourisme. Dans son PIB, le secteur touristique est le secteur le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé suite à l'ensemble de ces licenciements-là? Ça s'est traduit par un doublement sur place de la violence et du nombre de meurtres. Actuellement, les chiffres le prouvent. Donc, ce qui fait que, contrairement ici, où l'ensemble de ces hôtels qu'on a ici en Martinique, ils ont gardé leurs salariés. Il y a eu des fois du chômage partiel qui a été mis en place, des aides, des accompagnements, des prêts
des prêts de l'État qu'il faut commencer, PGE, que là, qui sont en train de rembourser, que certains hôtels sont en train de rembourser. C'est vrai qu'on a pris du retard sur la rénovation de nos hôtels, etc. Il y a très peu d'hôtels qui ont été rénovés. Moi, je me souviens, lorsque j'étais avec Serge Letimier lors de la première mandature, il y a eu 22 hôtels qui ont été rénovés. Mais dans les 22, il y avait des grands, il y avait des petits, il y en a certains que je ne vais pas citer, des Trois-Îlets, que je vois qui, eux, sont à jour de leur charge sociale et fiscale en permanence. Franchement, je les félicite, je ne vais pas citer leur nom là, mais c'est un très grand hôtel des Trois-Îlets qui est connu, alors que contrairement à d'autres qui, voilà, parce qu'il y en a d'autres qui se plaignaient en disant que, parce qu'on voit de tout, hein, le monde de l'hôtellerie, c'est pas le monde des bisounours, on voit certains dire que, oui, mais moi je paye mes charges sociales, il y en a certains qui payent jamais leurs charges sociales, donc ce qui fait qu'ils peuvent mettre le prix de leur chambre moins cher que la mienne, que ma chambre. On entend ça. Attention. Ouais. Donc, ce qui fait, mais pour revenir à ce que je dis. Qui veut parler. Non, je n'ai cité personne. Non, mais on connaît les grands hôtels. On entend ça, on sait très bien qu'il y a une forte concurrence, parce que chacun regarde sur. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si, pour moi, même si la SCOP, par exemple, fonctionne, l'hôtel Batiol est repris par la SCOP, on sait qu'il y aura des millions et des millions d'investissements à faire. Mais pour moi, il faut que les salariés s'appuient sur un tour opérateur, on va dire, pour pouvoir ramener du monde. Parce qu'il y a ce travail-là qui doit être fait aussi. Et c'est comme ça que fonctionne, pour revenir à ce que je disais, certains grands hôtels que tu as à Sainte-Lucie ou même dans la Caraïbe, il y a de grands groupes qui leur ramènent du monde en permanence, qui eux peuvent faire du lobbying, qui peuvent ramener du monde. Ce sont de grandes chaînes. Ce sont de grandes chaînes qui ramènent du monde, comme par exemple le Club Med, etc. Ils ont un réseau mondial qui leur permet de ramener directement des clients, donc ce qui fait qu'ils ont quasiment une clientèle garantie, un taux de remplissage garanti, toute l'année. Et c'est là qui fait la différence. Mais on peut se poser aussi la question sur, on parlait de hub ou l'aéroport de Fort-de-France. On n'a pas de liaison Martinique, New York, on n'a pas de liaison directe. Ça a été mis en place. Ça a été mis en place. Et d'ailleurs, ça a commencé avec très bien, avec des prix. Avec Norvégian n'a pas pu continuer. Le Covid en plus est passé par là, donc malheureusement ça a fini. Parce que Norvégian a coulé au niveau, pas qu'au niveau de la Martinique. Ça a été l'une des premières lignes qu'ils ont fermées, mais après au niveau mondial, ils ont coulé entièrement. Et c'est vrai que le secteur aérien a souffert énormément, comme tu l'as dit, du Covid, mais qu'il faudrait retravailler pour remettre en place des liaisons, ce qui permettrait de ramener notamment avec le marché nord-américain. Parce que avec Norvégian, il y avait plein d'Américains qui venaient ici. New-Yorkais, mais d'Américains qui venaient. Notamment des personnes, c'est ce que je te coupe la parole, notamment des personnes pour investir. Parce que ce qui se passait avant, c'est-à-dire que toutes les personnes qui venaient de New York devaient passer une nuit d'abord à Fort Lauderdale, c'est-à-dire à Miami, et ensuite venir ici. Et ça bloquait beaucoup d'investisseurs avec qui même j'avais échangé. Ils disaient, ah non, c'est une perte de temps pour eux, devoir passer une nuit là, Miami, etc., ou à côté. Et ce qui fait que quand on a mis la liaison directe, effectivement, comme tu l'as dit, en plus, c'est un tarif assez attractif. Donc, ce qui fait que l'avion était rempli. C'était dans les 250 €. Là, pour la mort de Polo Albin, pour sa veillée, j'ai du monde qui vient de New York, mais ils sont obligés de partir à 5 h du matin, passer par Miami, ils vont arriver vendredi, demain, ils vont arriver demain soir. Ou sinon tu as une ligne New York-Sainte-Lucie. Alors, c'est ce que j'allais dire. Et Sainte-Lucie a des vols directs. New York, des vols directs. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que tu atterris à Vieux-Fort. Vieux-Fort, il faut aller à Castries pour prendre un avion tombant en Martinique. C'est un peu compliqué. Il faut trouver l'avion, en plus. Il faut trouver l'avion. En plus, la disparition de la Liette, il faut trouver l'avion. Absolument. Enfin, il y a tout un travail à faire sur ça. Non, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il nous faut des investisseurs dans ce pays. C'est surtout ça. Alors, bien sûr, on parle de Vial-Collé, un Guadeloupéen qui vient investir en Martinique. Il a un certain intérêt, évidemment. Mais il a la créole biche, enfin, il se débrouille, en Guadeloupe. Et puis cette guerre entre Martinique et Guadeloupe, il faut qu'on arrête ça. Nos deux pays. J'ai vécu ça à l'époque. Ce sont deux pays frères. De la mandature Marie-Jeanne, lorsque il a fallu que la collectivité prenne des actions dans la rénovation de Corsair. Bon, on a eu effectivement des attaques contre Vial-Collé qui étaient presque xénophobes. Oui, mais bon, de la part de certains élus de la CTM. Bon, non, mais ça, c'est des postures politiques. Je pense qu'il faut... Bon, je suis d'accord avec Séminaire pour arrêter avec ça. Oui. Non, je pense qu'il faut... on partage tous, les investisseurs, Guadeloupe, Martinique, nous sommes des frères et sœurs. Moi, je pense que je n'ai pas entendu la même chose que toi, parce que moi, ce que j'avais entendu à l'époque, c'était surtout des attaques en disant, attention, la Martinique a déjà eu des expériences douloureuses
dans le monde de l'aérien et mettre des fonds publics avec après une responsabilité. C'est surtout ce que j'avais entendu comme argument. Je n'avais pas entendu le type d'argument que développe Michel, mais comme Michel était sur place, donc il a entendu ce genre de choses que moi. En direct. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je ne vais pas dire qui. Oui, voilà, non, c'est ce que je dis. Mais je dis, c'est pour ça. Moi, je parle de public. On retrouve d'ailleurs, les mêmes acteurs dans l'affaire du batelier. Oui, mais en ce qui concerne l'hôtel Batelier, c'est surtout le fait qu'il soit vendu. Bon, là, j'étais pas là. C'est pour ça je suis resté sur l'espace public. En ce qui concerne l'hôtel Batelier, c'est surtout le fait qu'il soit vendu 1,6 million d'euros au lieu de 41,2 millions d'euros qui pose problème. C'est pas tellement le type d'investisseur. Il y a juste une chose qu'on n'a pas évoquée, que les téléspectateurs pensent. Il y a, dans le cadre de la première reprise, il y a ce qu'on l'a dit tout à l'heure là, il y a le passif qui est repris. Et là, ça change aussi certaines choses. Parce que c'est vrai qu'on passe à 1, on parle de 1,6, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un passif et avec un chiffre assez important. Michel l'a rappelé tout à l'heure là. Et que dans le premier cas, le passif est repris. Si le passif est repris, ce qui veut dire que certaines personnes, certains fournisseurs, certaines personnes qui attendent pourront espérer retrouver leur argent défrayé, etc. Mais là, ça peut changer. Mais le tribunal, en n'oubliant pas que les salariés sont prioritaires. En tout cas, on attendra avec impatience. Chacun va surveiller ce qui va. Le tribunal va décider dans la prochaine semaine. Alors, pour la suite, le taux de remboursement des médicaments par la Sécu baissera de 5 euros, 5% l'an prochain. Tout comme la prise en charge des consultations médicales, a annoncé le ministre de la Santé, Geneviève Dariussec. Son nom est assez difficile à prononcer. Oui, c'est alors, il vient d'être au pouvoir. Est-ce que dans ces temps difficiles, c'était le moment, mais c'est vrai que le Premier ministre parle de faire rentrer de l'argent sur les Outre-mer, baisser les médicaments. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais ce matin, j'ai été faire des analyses, par exemple, et on m'a dit, non, ça c'est plus machin, il faut que vous payiez ça, tu vois. Je pense à ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Le reste à charge, est, en plus, comme tu l'as dit, devient de plus en plus important. Notamment, même les personnes qui sont atteintes de longues maladies, cancer, etc. Il y a une étude qui démontre qu'en moyenne, c'est quasiment 1 500 € là, en ce moment. Même si on pense qu'ils ont la CMU, ils ont des mutuelles, ils ont des trucs, et le reste à charge déjà, des sommes très importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu l'as dit, effectivement, les personnes qui travaillent maintenant plus ou moins des fonds ou des mutuelles, où les entreprises prennent en charge une partie, et même pour les fonctionnaires, eux, ils mettent le reste. Mais les retraités, par exemple, on en a parlé ici la semaine dernière, le gouvernement avait d'abord annoncé le gel de l'augmentation de leur retraite. Là, ils ont dit que ça sera, comme la retraite est indexée sur l'inflation qui est le calcul, en tout cas, qu'eux, ils ont retenu, c'est environ 1,8%, donc ça sera 0,9% de revalorisation de la retraite. Mais ces personnes âgées-là qui ont déjà du mal au quotidien à se nourrir, etc., avec des petites retraites, et qu'on veut ponctionner, et qu'on ne veut pas augmenter leur retraite, eux, parallèlement, ils vont subir de plein fouet, parce qu'ils doivent payer leur mutuelle de plein fouet. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des chiffres, mais on n'a pas des chiffres au niveau de la Martinique, mais des chiffres au niveau national, par beaucoup de retraités qui arrêtent notamment de se soigner. On va presque se retrouver comme aux États-Unis. Et qui arrêtent leur mutuelle aussi. Et là où je trouve la chose injuste, c'est qu'un gouvernement demande de faire 5 milliards d'euros d'économie, demande à ces retraités-là, ils veulent remettre en place, augmenter la taxe sur l'électricité. Ces retraités-là vont la subir. Tout le monde d'ailleurs va la subir, l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Et parallèlement, qu'est-ce que je vois quand je regarde le projet de loi de finances? Je vois que, c'est-à-dire le budget qui sera consacré à l'Élysée, augmente de 2,5%. Donc il passe de 122 millions. Non, il passe de 122 millions. Mais on sait très bien ce qui va se passer. Non, bientôt, mais ça a été annulé. Mais on va passer pour un 49 troncs, on sait déjà très bien ce qui va se passer. Il va passer de 122 millions à 126 millions. Alors ça veut dire que pour les retraités, on met 0,9% seulement d'inflation, d'augmentation sur leur retraite. Et puis pour l'Élysée, on met 2,5 à 3% d'augmentation de leur budget. C'est ça l'exemple. Alors, Karine, toi qui travailles dans le domaine médical. Là. Oui, tout à fait. Alors, ça fait environ 25 ans que les politiques gouvernementales s'orientent vers une déresponsabilisation progressive de la sécurité sociale en augmentant les cotisations. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut s'inquiéter de l'existence et de la crédibilité de la sécurité sociale et de sa capacité à répondre à ses devoirs premiers. Parce que quand on voit que
la sécurité sociale aurait dû être en excédent, et il y a des experts très sérieux qui ont déjà planché sur la question, et qu'en fait, de manière pérenne, il y a toujours un déficit à la sécurité sociale. Où va l'argent ? Où va l'argent ? Les cotisations ne cessent d'augmenter et les droits ne cessent de diminuer en mode peau de chagrin. Donc, quand on voit l'état des hôpitaux, quand on voit le déremboursement de certains soins, des médicaments, on voit l'inflation dans la société, on a parlé du lien entre pouvoir d'achat, nutrition et santé, et qu'on voit que les gens ont déjà des difficultés à se nourrir, donc imaginez pour se soigner. On se demande quelles sont réellement les préoccupations du gouvernement. Et de toute façon, avec ce casting-là au gouvernement, on avait déjà plus ou moins ressenti la couleur, puisqu'elle avait déjà un peu parlé d'une réforme de la sécurité sociale avec une modification du ticket modérateur. En ce qui concerne ce ticket modérateur-là, le gouvernement se base sur le fait que le différentiel, les mutuelles pourront le prendre en charge. Mais beaucoup de Français n'ont pas de mutuelle, d'une part. Et puis, d'autre part, ça va forcément faire augmenter le prix des contrats de mutuelle. Donc, en fait, on finit par payer une mutuelle beaucoup plus chère, alors qu'on continue à payer beaucoup plus cher des cotisations à l'URSSAF, donc à la sécurité sociale. Et on n'a pas le retour sur investissement, tout comme les impôts, les taxes et consorts. J'ai l'habitude de dire qu'on paye un service public 5 étoiles et que quand on regarde réellement ce qui est fait pour le citoyen, on n'y est pas. On n'y est pas. Si on devait cocher... Mais oui, excuse-moi de te faire rire, mais on rit un peu jaune comme ça, mais la réalité est là. On n'a jamais donné autant de recettes fiscales à la France, on n'a jamais autant donné à la sécurité sociale, et pour autant, on retire des droits aux assurés, et le service public n'est pas à la hauteur. Les hôpitaux se dégradent, on ferme les hôpitaux, on dérembourse certains traitements. Il y a des traitements pour certains cancers pour lesquels on demande aux gens, tu avais raison de parler tout à l'heure du reste à charge pour l'assuré. On demande des fois des sommes exorbitantes, et quand on voit qu'en plus on est sur un territoire insulaire et qu'on n'a pas toujours les moyens de se faire soigner sur place avec les délais, avec tout ce que ça comporte, et que des fois il faut payer un billet 1 500 € ou entre 1 000 et 1 500 € pour pouvoir partir d'urgence se faire soigner en France, et pas toujours dans des conditions correctes, parce qu'il faut de l'hébergement et le reste. Oui. Il faut tenir compte de ces problématiques-là. Alors, le projet du gouvernement, le projet initial du gouvernement, c'était de réduire à 60% la prise en charge par la sécurité sociale. Bien sûr, le travail parlementaire s'est fait, puisqu'il faut rappeler que ce projet de loi de finances de la Sécu est en cours d'examen au Sénat actuellement, et déjà passé à l'Assemblée nationale. Donc, navette, on connaît le système. Et donc, la bagarre a eu lieu. Ils sont arrivés à 65%. Et non plus 60%. Ça veut dire que le ticket modérateur, évidemment, vous l'avez dit tous les deux, a augmenté de 5%. Alors, les mutuelles, parce qu'il faut rappeler que le déficit de la sécurité sociale annoncé pour 2025 est de 28 milliards. Et le gouvernement espérait réduire la dépense de 1 milliard 2. Finalement, comme c'est plus 60%, mais 65%, on va arriver à quelque chose comme 800 millions d'euros, etc., d'économies faites. Donc 28 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je ne sais pas quel est le modèle et pourquoi est-ce qu'on arrive à 28 milliards, mais il faut avouer que le système français est très protecteur. Parce que quand on va aux États-Unis, enfin, j'ai de la famille vivant aux États-Unis, laissez maman, elle a des besoins soins, il va venir en France. Ça va s'arranger avec trop. Il va venir en France avec la double nationalité américaine et française. Ils viennent se faire soigner en France. Parce qu'aux États-Unis, c'est impossible. Tout simplement parce que c'est les assurances qui entrent en jeu et non plus ce système de sécurité sociale qui est gouverné par, effectivement, l'État. Et donc, ils vont chercher à, et tu l'as dit, Karine, à augmenter la charge pour les mutuelles, tout en sachant que les mutuelles ne pourront pas faire face comme ça. C'est-à-dire que les mutuelles sont obligées d'augmenter
le niveau de cotisation. Il faut savoir aussi qu'on demande aux mutuelles de couvrir le risque à hauteur de 2 à 3 fois la sinistralité calculée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si tu sais que ta sinistralité, tu as un nombre d'adhérents qui est X, tu sais que pour pouvoir couvrir le risque, il te faut, je ne sais pas moi, 1 million, on te demande d'avoir dans ta caisse 3 millions. Donc automatiquement, les mutuelles sont pressurisées elles aussi, et elles ne vont pas pouvoir faire face si ce n'est au prix d'une augmentation des cotisations des adhérents. Tout à fait. Donc, le gouvernement estime que les personnes qui n'ont pas de mutuelle en France représentent 4% de la population. 4%. Sauf qu'en Martinique, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mutuelle parce que ça coûte. Nous avons un pouvoir d'achat que nous connaissons et qui est inférieur largement par rapport aux citoyens français de l'Hexagone. Donc forcément, ça va peser sur nos concitoyens martiniquais qui ne vont pas pouvoir se soigner de toute façon parce qu'ils ne seront pas remboursés. Okay. Voilà. Bon, Michel, alors, ton avis sur tout ça? Je crois que nos chroniqueurs ont dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes face à un gouvernement qui veut aller vers un système américain, en gros. Bon, alors, mais ce qu'a dit tout à l'heure le collègue est vrai. C'est-à-dire que malgré les coûts que la sécurité sociale a subis ces dernières années, elle reste un moyen d'égalité sociale. Alors, on va ramener le ticket, on va ramener le remboursement de 70 à 65%, et il y a 3 taux. Hein. Alors, ce sera 65, 30 et 15%. Bon, il y a 3 taux de remboursement qui existent. Bon. Et alors, l'objectif, comme tu l'as dit, c'est bien de faire 5 milliards d'économies. Alors, l'augmentation de la dépense, elle est liée à 2 phénomènes. Elle est liée à un phénomène de vieillissement de la population. Donc, le vieillissement de la population fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui font appel à l'assurance maladie. Et le deuxième phénomène, c'est le progrès technique. C'est que dans le domaine médical, le domaine de la santé et dans les hôpitaux, il y a de plus en plus d'inventions, de progrès, mais progrès qui coûtent plus cher, à la fois pour les matériels, mais aussi pour les personnels, qui doivent être de plus en plus qualifiés, donc qui vont payer, qui vont rémunérer beaucoup plus cher. Autrement dit, ce n'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre, c'est aussi l'amélioration de la qualité des soins. Bon. Par conséquent, ça pose un problème de société. Est-ce que, dans une société avancée, on consacre beaucoup plus de choses à la... Je veux dire les choses claires. Est-ce qu'il faut donner des milliards à l'Ukraine avec des missiles pour frapper la Russie? Non mais... Mais est-ce que tu dirais la même chose pour l'AME? Ce qu'on dépense pour... L'AME, c'est un mythe, c'est faux. C'est un mythe. L'AME, le fait de ne pas... Je me suis peut-être trompé sur l'AME, on parle bien, c'est... L'assistance médicale pour les... L'aide pour les gens, médicale. pour les immigrés. Bon, D'accord. Bon, pour les immigrés, mais Pour oui, les c'est un vieux étrangers. truc du Fonds national. Pour les étrangers. Voilà. Bon. Toutes les études démontrent. Bon, alors très je bien réponds que- de manière oui, lapidaire. oui. Je réponds de manière lapidaire. Les gens, quand on ne soigne pas, quand ils arrivent, eh bien, on les retrouve après parce qu'ils sont malades et ça coûte plus cher. Et alors, je veux bon. je veux quand même rajouter qu'il serait dommage que le gouvernement n'ait que comme boussole, la maîtrise des dépenses publiques de santé. Pour l'instant, il n'a que ça. Parce que effectivement, tu l'as dit, les personnes les plus vulnérables sont celles qui consomment le plus, notamment des personnes âgées de plus de 70 ans, des retraités, etc., qui ont de moins en moins de moyens. Mais je te dirai un petit mot qui va te faire plaisir, Michel, parce qu'il vient d'un sénateur communiste. C'est-à-dire le gouvernement Censure. vous punit d'être malade. Oui. Vous punit d'être malade. Et moi c'est ce que je crains, c'est qu'on n'ait que ça comme objectif, effectivement, de réduire les dépenses. Et quand on réduit les dépenses de santé,
on retrouve après le problème. Parce que ce n'est que reculer pour mieux sauter. Ça coûte et plus c'est cher. pour ça qu'il faut... Ça coûte plus cher, évidemment. Enfin, tu l'as dit, et je le répète après toi. Les dépenses de prévention pour le cancer sont absolument nécessaires parce que si tu ne fais pas de prévention, tu retrouves la personne avec un cancer plus avancé et donc le soin coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, bien sûr. Par conséquent, tu te bats contre quelque chose qui est inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, une exigence qui est humaine de protection de la santé qui est absolument nécessaire dans les sociétés avancées. Et pour revenir à la Martinique, qui est une société qui est entre les sociétés avancées et les sociétés moins développées, parce qu'il faut savoir que nous sommes un peu mieux que nos voisins de la Caraïbe, mais nous ne sommes pas au même niveau que les sociétés européennes. Bon, parce que c'est ça encore. Bon, c'est un domaine, il faut arrêter de dire comme en France. Bon. La réalité, c'est que nous avons une population beaucoup plus vieillissante qu'en France. Alors, ça commence à venir en France, hein. Attention. Ça commence à venir en France. Nous sommes en tête. Bon. Nous avons une population avec des morbidités, des maladies beaucoup plus répandues, avec un niveau de santé beaucoup plus faible. Bon. Et par conséquent, ce sont les dépenses qui sont absolument nécessaires. Et je dirais, en tant qu'économiste, en plus, si nous voulons faire du développement économique, on parle de refondation de l'économie à l'occasion de la vie chère, pour refonder le modèle économique. Il faut avoir une population en bonne santé. Hein. Oui, c'est ça. Alors, je vais même me permettre. Je veux juste rajouter un élément dont nous n'avons pas parlé, c'est les journées de carence. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est ça que tu allais dire. Mais je te laisse dire. Je voulais juste dire ce que disait Raphaël. Je laisse d'ailleurs Raphaël exprimer. Oui, parce qu'on a oublié ça. Alors, les journées de carence, vous savez que récemment... On explique pour... Oui, tout à fait, pour les téléspectateurs, enfin les téléspectatrices. La journée de carence, c'est que si vous tombez malade, avec maladie, le premier jour n'était pas remboursé. C'est-à-dire que vous perdez en salaire. Le gouvernement a décidé d'augmenter ce nombre de jours, surtout pour les fonctionnaires. 3 jours. À 3 jours. Donc ça veut dire, si vous tombez malade, vous avez un arrêt maladie, les 3 premiers jours de votre arrêt de maladie ne vous sont pas remboursés, ne vous sont pas payés. Donc ça veut dire que c'est une réduction de votre pouvoir d'achat, une réduction de votre salaire, alors que vous êtes déjà malade. Hein. Vous êtes déjà en difficulté de santé. Ça veut dire que quelque part, on estime très probablement que les salariés, les personnes... Il faut que tu rajoutes aussi, je ne veux pas coller que le salaire ne sera plus remboursé à 100%, mais maintenant à 90%. À 90%, mais bien sûr, à 90%. Ah oui, c'est ça aussi. Élément très important. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, pour les fonctionnaires, quand je disais tout à l'heure que la seule boussole du gouvernement, c'est effectivement de réduire sur les dépenses publiques de santé, ça ne doit pas être le seul objectif d'un gouvernement, parce qu'effectivement, ça va coûter plus cher, bien entendu, au gouvernement en question. Tu voulais rajouter quelque chose, Karine, avant qu'on passe à autre chose? Oui, je voulais rajouter des choses très importantes, à commencer par la dégradation des conditions de travail dans beaucoup de secteurs en France. Il y a eu des rapports parlementaires sur la question. La diminution des critères de pénibilité, qui font que on continue à travailler malgré certains critères qui existent, mais qui ne sont plus considérés comme tels et qui sont moins bien, enfin certaines pathologies qui en découlent, donc des pathologies d'origine professionnelle, qui sont de moins en moins bien prises en charge. Donc, on continue à cotiser et on continue à cotiser plus en payant plus et en travaillant plus avec des problèmes qui ne vont faire que se dégrader au fil du temps. Et en plus de ça, nous sommes déjà dans une conjoncture où il y a, à cause de tous ces phénomènes-là, des facteurs qui s'ajoutent, tels que l'augmentation des arrêts de travail dans le temps. C'est-à-dire que comme les gens ont des critères de pénibilité qui existent bien factuellement, mais qui ne sont plus considérés comme des critères de pénibilité, ils continuent à travailler avec, et ce qu'ils ont se compliquent, donc développent des complications de santé plus vite. Et donc quand ils arrivent en arrêt maladie, les arrêts sont plus longs. C'est ce qui découle de ces analyses-là. Et je rajouterai un facteur supplémentaire qui a été
mis sur la table à l'Assemblée nationale, je crois en 2022 par un député LFI, qui disait qu'il y avait une augmentation depuis le Covid, mais c'était déjà le cas avant, de tous les facteurs anxiogènes. Et malheureusement, la dimension psy dans le domaine du travail et des pathologies qui vont avec, ça a explosé après le Covid. Et malheureusement, ces dépenses-là sont difficiles à évaluer, ne sont pas si bien prises en charge que ça par la sécurité sociale et par les mutuelles. Et là encore, il va y avoir des répercussions sur la qualité de travail et la qualité de santé de chacun. Alors, sujet suivant, qu'est-ce que le Mercosur qui cristallise la colère des agriculteurs? Alors, concernant les agriculteurs, c'est en début d'année déjà qu'ils avaient fait... Oui, oui, effectivement, les agriculteurs avaient fait un premier mouvement, mais c'était l'ancien gouvernement qui était là. Entre-temps, il avait promis des choses qu'ils n'ont jamais eues, je crois. De ce que dit le gouvernement, il y a des mesures qui sont déjà mises en place. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu mettre en place parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, j'ai écouté hier encore une interview de la nouvelle ministre de l'Agriculture qui disait que c'est en bonne voie, qu'elle essaie de mettre en place un dialogue, etc. Mais bon, en tout cas, les agriculteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils attendent toujours, notamment les mesures de simplification, etc., qu'ils avaient demandé à ce niveau-là. Mais c'est quoi le Mercosur? Mais le Mercosur, c'est quoi? C'est un marché de libre-échange des pays du Sud. Dans ces pays-là, on retrouve quoi? On retrouve le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, il me manque un... La Bolivie. Voilà, la Bolivie, il me manque un. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce marché de libre-échange-là, pourquoi les agriculteurs se mobilisent? Parce que la majorité des pays européens actuellement sont pour ce marché de libre-échange-là parce qu'ils vont voir certaines taxes disparaître, notamment sur les véhicules, 35% pour les pays européens, sur tout ce qui est vestimentaire, 35%, etc., qu'il y a de taxes quand tu veux vendre un produit dans ces pays-là. Déjà, il y a des échanges déjà entre l'Europe et bien sûr les pays dits du Mercosur. Dans ces échanges-là, pour tout ce qui est industrie et services, il y a 25 milliards d'euros d'excédent pour tout ce qui est industrie et services. Par contre, pour tout ce qui est produits agricoles, c'est moins 15 milliards. Donc, ce qui démontre déjà que la balance est déjà déficitaire. Pourquoi? Pour une raison très simple. Dans ces pays-là, où il y a des normes, notamment des normes en matière de santé, de produits phytosanitaires, etc., qu'ont pas nos agriculteurs ici. En plus, la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc, ce qui fait que, nécessairement, ces pays là vont pouvoir produire ici, je ne sais pas, n'importe quoi de l'igname qui vient de ces pays-là va toujours coûter moins cher ici, mais en plus ils utilisent des pesticides que nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser, des fois qui sont interdits ici depuis 40 ans parce qu'ils sont cancérigènes, etc. Quand on connaît notre histoire au niveau de la chlordécone, etc., il y a de quoi se poser des questions. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe va-t-il sacrifier, pour moi, ses agriculteurs pour tout ce qui est industrie, etc. Parce que le monde de l'automobile, par exemple, qui se retrouve en grande crise, pourquoi l'Allemagne qui était contre avant le Mercosur et d'un coup est passée depuis 2 ans, l'Allemagne est en récession économique, ça se traduit par des licenciements en cours, Volkswagen, etc., tout ça, notamment tout ce qui tourne autour de l'énergie, puisque par rapport à la crise ukrainienne, on l'a dit tout à l'heure, là, les prix de l'énergie ont flambé, et toutes ces industries-là sont consommatrices énormément de produits énergétiques. Et ça leur l'Allemagne essaie de... Voilà, à recommencer à discuter avec Poutine, par exemple. De se mettre d'accord avec la Russie. Voilà. Donc, pour revenir au Mercosur, ce qui se passe, c'est-à-dire que la majorité, il n'y a que la France et quelques pays qui sont principalement des pays comme la Pologne, etc., qui ont une production agricole très importante, qui sont contre le Mercosur. Mais rappelons aussi, et je termine pour laisser les autres personnes s'exprimer, ça fait plus de 25 ans qu'on parle déjà du Mercosur et que les échanges ont commencé. C'est ce que je voulais dire. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que la France est vent debout. Le président de la République française dit qu'il ne faut pas voter cette histoire de Mercosur et tout le monde dit qu'il faudra se plier face à l'Europe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le prix... Enfin bon, qu'on ne signe pas. Alors d'abord toi, ensuite Michel. Le problème, c'est que dans le casting du gouvernement, on a quand même une ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui est proche de la FNSEA, donc qui est pro-agro-business. Donc, ils préfèrent les grosses firmes qui rachètent les agriculteurs pour faire de l'usinage agricole plus que de l'agriculture en elle-même. Ils se basent sur des modèles intensifs d'agriculture, donc à l'encontre de la biodiversité, de la qualité des sols, de la préservation des nappes phréatiques et des ressources naturelles disponibles. Ce qu'ils veulent faire, c'est de l'industrie agroalimentaire.
Ce n'est pas de l'agriculture. Oui, mais Donc, la question, Karine, si le président de la République dit qu'il ne faut pas signer... Non, c'est de la com. C'est de la com. Et quand on a une ministre de l'Agriculture qui suit les chemins de ses autres partenaires en Europe, au détriment de la population, mais en faveur de l'agro-business, parce que ce qui se passe, ce qu'il faut voir, c'est que ces traités de libre-échange-là créent des conditions de concurrence déloyale par rapport à des produits qui ne seraient pas autorisés à être produits en France et qui, en plus, viennent concurrencer à des prix défiant toute concurrence et qui ne sont pas aux normes, parce que les normes, je rappelle que les normes ne sont pas contestables d'un continent à l'autre à cause de l'Organisation mondiale du commerce. Je prends un exemple tout bête. Vous pouvez très bien avoir sur un autre continent le bio qui est considéré bio uniquement parce que les arbres sont plantés dans le sol, quels que soient les produits qu'on met dessus. C'est considéré comme bio. Quand ça arrive en France, il faut qu'il y ait l'étiquette bio dessus. On n'a pas le droit de contester les normes d'un autre continent. Donc, quand on voit cette concurrence déloyale-là, quand on voit que les producteurs de France et d'ici investissent pour se mettre aux normes, pour protéger leur production, pour protéger les sols, pour respecter des caractères sanitaires, et que des produits qui n'ont pas ces critères-là arrivent et sont vendus moins cher, au détriment du consommateur qui ne les sait pas forcément. Donc les agriculteurs se retrouvent complètement lésés par un marché qui non seulement est de plus mauvaise qualité, mais qui est plus concurrentiel. Alors Michel, est-ce que tu as une réponse à ça? Pourquoi il faut... Nous pourrions entrer dans beaucoup de détails. Moi, je vais ramener les choses à leur grande simplicité. Nous sommes là en face d'un phénomène qui s'appelle l'échange inégal. Un phénomène économique qui s'appelle l'échange inégal entre les pays de niveaux de développement différents. Bon. Mais il se trouve que la France, comme la Pologne, a la particularité. Alors c'est une particularité qui a été d'ailleurs défendue par le général de Gaulle. La France reste, malgré le recul qui est général d'ailleurs dans le monde, du poids de l'agriculture dans l'économie, la Martinique aussi d'ailleurs. Bon, la France reste un des pays où l'agriculture reste un domaine important, aussi bien en termes de production qu'en termes de nombre d'actifs. Bien. Alors, je donne quelques chiffres quand même. L'accord qui est passé ça va libéraliser 93% des exportations européennes. Autrement dit, l'Europe, le marché commun, l'Union européenne, a fait ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Autrement dit, on a abaissé les droits de douane entre les différents pays à l'intérieur de l'Europe, dans les 27. Il n'y a plus de droits de douane, par exemple, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie. Par contre, à l'extérieur de l'Europe, et pour les pays extérieurs, notamment les pays que tu as cités, eh bien, il y a des tarifs de douane. Bon, eh bien, l'accord va libéraliser 93%. Bon, autrement dit, on va importer en Europe 99 tonnes de bœuf avec des droits de douane à 7%, 180 000 tonnes de volailles. Des bœufs qui ont peut-être été élevés avec des OGM, par exemple. Des hormones de croissance qui est interdit depuis près de 40 ans en France. La viande de porc, le riz, le miel, le maïs douce, le soja pourront aussi pénétrer les frontières européennes à tarif tout que préférentiel. Donc, autrement dit, une bonne partie ça n'empêche pas qu'il y a, à l'intérieur même de l'agriculture, il y a l'agro-business. Bon, il y a les gros et les petits. Bon, mais il n'empêche que globalement, ça va mettre les agriculteurs français et polonais et d'autres pays dans une situation difficile. Et même l'Italie, d'ailleurs, est contre le Mercosur. Alors, je vous cite quand même un exemple, et puis je vais terminer, montrer comment nous pouvons être concernés. Alors, j'ai là sous les yeux une information donnée par Greenpeace. Greenpeace, c'est une organisation qui se bat pour l'environnement, etc., en 2023. Après passage au laboratoire, il a été démontré que des pesticides, insecticides étaient présents
sur la qualité des échantillons. Et notamment sur les citrons importés du Brésil. Il y a de l'imidaclopride. Et nous consommons beaucoup de l'imidaclopride. C'est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. La bifestrine, puissant insecticide, ou encore le glyphosate. Autrement dit, nous voyons dans les supermarchés des citrons venant de Brésil, de Colombie, etc., qui sont magnifiques. Bon, et puis il n'y a pas beaucoup de citrons martiniquais. Ils sont conservés par ces produits-là. Voilà. Alors, ma question reste toujours là, mais on sait tout ça. Même le président Macron dit qu'il ne faut pas signer. Est-ce qu'on peut se sortir de cette histoire? Alors, vas-y, je vais faire Raphaël. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais... Non, j'allais répondre exactement à ta question, mais je te laisse répondre. Oui, tu as la réponse sur moi. Donc, alors, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que ça peut être avantageux pour certains et pas pour d'autres. De toute façon, ces échanges-là sont toujours... Il y a un qui gagne et un qui perd. Bon, en l'occurrence, l'Union européenne a des pays, contrairement à ce que tu disais, Michel, l'Italie, l'Allemagne... l'Espagne, le Portugal, ce sont des pays qui sont d'accord pour signer. L'Espagne en particulier. Qui vont signer. L'Espagne en particulier et aussi les Pays-Bas sont prêts à signer. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de croissance. Et les exportations devraient pouvoir leur permettre, effectivement, d'améliorer leur niveau de croissance. Et donc, ils sont d'accord pour signer. Sauf que nous savons qu'il y a certaines filières qui vont en bénéficier. La filière porcine, la filière laitière, le jambon de Bayonne, les vins spiritueux, l'eau, l'assainissement, etc. Parce qu'il y a des entreprises, vous savez qu'il y a des entreprises extrêmement fortes, ce sont les multinationales, mais qui sont françaises et qui peuvent effectivement aller travailler en Amérique du Sud, dans les pays que tu as cités, Mathieu, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et Bolivie. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a un gain pour ceux-là. Mais par contre, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui font du bœuf et ceux qui font... Ceux que j'ai cités là. De l'élevage, tout ce qui tourne dans tout l'élevage globalement. Et puis la volaille, bœuf et volaille, ce sont ceux-là qui vont perdre. La volaille qui est déjà concurrencée par la volaille d'Ukraine. Alors, tout à l'heure, tu disais, Mathieu, tu rappelais un peu la genèse de cette affaire. Depuis 1999, il y a une relation entre l'Union européenne et ces pays d'Amérique du Sud. En 2019, c'est revenu. Et puis maintenant, à la faveur de Lula, qui est au Brésil, qui est revenu, donc les choses sont facilitées. Sauf que, ce que je veux dire, et pour rajouter à ce que vous avez déjà avancé, vous les amis chroniqueurs, que ce traité de libre-échange ne va pas s'appliquer comme ça. Parce qu'il y a des règles pour l'Union européenne. Nous avons 3 instances à l'Union européenne. La première instance, c'est la Commission européenne, qui est présidée par Ursula von der Leyen, que nous connaissons tous parce qu'on la voit souvent. La deuxième instance, c'est le Conseil européen. Les chefs d'État, ou les ministres, enfin, qui représentent les chefs d'État. Mais ce sont les chefs d'État des 27. Il faut rappeler que l'Europe, l'Union européenne, c'est 27 pays, 27 États. C'était 28, la Grande-Bretagne étant partie. Maintenant, c'est 27 pays qui sont concernés, qui sont dans l'Union européenne. Et puis, il y a le Parlement européen. Voilà. Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, peut parfaitement signer le traité. Mais le traité ne va porter que sur une certaine partie, c'est-à-dire notamment l'abattement des droits de douane, essentiellement. Pour le reste, ce traité va se heurter aux droits internes aux différents pays. Et ce qui risque d'arriver, c'est que il faut une majorité qualifiée, 65% de la population totale de l'Union européenne, et 15 pays, pour que ce traité soit validé par le Parlement. Ensuite, le Parlement. Et là encore, le Parlement, ce sont les députés européens qui vont se prononcer. Donc, il y a un parcours du combattant pour ce traité-là. Et rien ne dit, parce que le droit interne, au niveau du Conseil européen, c'est un droit de veto. Et la France peut utiliser son droit de veto pour que ça ne s'applique pas. Minorité de blocage, bien sûr. Donc ça veut dire que ça peut prendre des années encore. Des années. Donc c'est pour ça qu'il y a
des discussions, des négociations, des tractations. Alors bien entendu, il y a du lobbying qui se fait, forcément, parce que ceux qui ont intérêt vont faire du lobbying à toute berzingue pour pouvoir faire admettre ce traité de libre-échange. Mais il n'empêche que ce que je veux rassurer les uns et les autres en disant, on n'est pas encore au bout du chemin. Voilà. Si je peux juste te permettre de rajouter que ce serait sous-estimer les lobbyistes que de penser que les sécurités que l'on met en place sont inviolables. On sait très bien comment ça se passe à l'Union européenne. On sait très bien qu'il y a des industriels qui envoient des personnes pour influencer les décisions politiques prises au sein des commissions européennes. Et donc, par conséquent, c'est comme ça qu'un certain nombre de lois sont votées, c'est comme ça qu'un certain nombre de dispositifs sont votés. Et le pouvoir de l'argent fait énormément de choses. Tu as bien raison, il ne faut pas méconnaître ça, c'est sûr. Même à l'échelle européenne, pour ne pas dire surtout à l'échelle européenne. Nous sommes d'accord. Je voudrais simplement rappeler, je taquinais Karine sur le coup en lui disant de ne pas oublier effectivement que l'ancienne ministre, qui est là, la nouvelle ministre qui est là de l'agriculture, effectivement elle avait des fonctions de la FDSE, etc. Elle était contre, à l'époque, le traité de l'ALENA. L'ALENA, c'est quoi? C'est l'accord de libre-échange entre l'Europe et notamment le Canada. Et elle était contre. Et là, maintenant, ça me fait sourire quand je la vois qui défend le Mercosur à fond, etc. Alors qu'il n'y a pas longtemps, elle était contre, elle était virulente d'ailleurs contre ce traité. Il semblerait qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà, tout à fait. Ou ceux qui en soif d'argent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, là, il ne faut pas oublier dans quel contexte mondial qu'on est aussi. Les États-Unis, avec Donald Trump, a déjà annoncé qu'il va mettre des taxes énormes, notamment tout ce qui provient de l'Europe sur véhicules, etc., industrie, plus 30%. L'Allemagne qui avait déjà vu, qui à l'époque, l'un de ses pros, là où ils vendaient par exemple le plus de véhicules, c'était notamment en Chine, etc. Maintenant, ils ont la concurrence de la Chine. Le gouvernement chinois aide énormément l'ensemble de ces industries chinoises à produire des voitures électriques, etc., tout ce qu'on veut. Donc, ce qui fait qu'ils se retrouvent d'ailleurs, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, en récession. Donc, ce contexte mondial-là fait aussi que les cartes sont en train de se rabattre. Il ne faut pas oublier ça. Ok. Vous avez vu les voitures chinoises, elles sont magnifiques. Hein. En plus, rien à dire. Intérieur comme extérieur, motorisation. Non mais... si ça arrive, je sais pas. Si ça arrive en France. Et c'est ce qui fait peur. Mais clairement. D'ailleurs, Trump a dit 200%. Il y a un dernier point. Et après, on passe à autre chose. Un élément psychologique, c'est qu'en France, l'agriculture est extrêmement populaire auprès du grand public. Ouais. 85% des Français pensent qu'il faut soutenir l'agriculture. Mais c'est ça. Mais par contre, les agriculteurs français touchent pas mal d'argent de l'Europe, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire quand on voit notamment le secteur qui touche le plus, ce sont les céréales. C'est vrai qu'en général, on dit qu'en France, les céréaliers, ils ont moins de problèmes financiers. C'est vrai, le plus souvent. Parce que les céréales ont plus de subventions que la banane ici, par exemple, pour donner un exemple. Hein. Mais c'est pas vrai, c'est pas équitable. Il y a beaucoup d'agriculteurs en France. Regarde le taux de suicide, par exemple, les agriculteurs en France, c'est beaucoup. Ils ne se suicident pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils souffrent au quotidien. Ils n'arrivent pas à retirer un salaire. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils sont couverts par des dettes, etc. Et c'est ça la réalité de l'ensemble des agriculteurs. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui réussissent à s'en sortir parce que leurs familles sont de grands propriétaires depuis des années, notamment des propriétaires de céréaliers, etc. Ou viticoles, comme tu l'as dit, ils s'en sortent. Mais la majorité des agriculteurs sont en grande souffrance, en grande difficulté. Sinon, ils n'auraient pas manifesté au quotidien. Notamment à cause des échanges, des traités de libre-échange et aussi des échanges commerciaux avec, ils sont obligés de rogner progressivement avec les années sur leur marge pour pouvoir vendre toute leur production. C'est ça aussi, c'est particulièrement déloyal. Les agriculteurs sont soumis aussi aux fluctuations des prix internationaux. Par exemple, les céréales, tu parles des céréales. Qui sont cotées en bourse. Cette année, il y a une flambée des prix, une baisse des prix de vente des céréales. Et puis, on oublie, voilà, juste ça pour terminer, on ne l'a pas cité, les changements climatiques. Les changements climatiques font que les agriculteurs ont de plus de mal à sortir, à maintenir le même taux de productivité qu'ils avaient. Ça se voit au quotidien, les tempêtes, tout ce qui se passe actuellement. Regarde ce qui se passe par exemple actuellement dans l'Hexagone. Alors, il y a l'affaire Marine Le Pen. Le parquet réclame l'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires. J'ai sauté pour l'instant. Non. Parce que l'heure avance et puis j'ai envie quand même qu'on dise deux mots sur ça. La semaine dernière, j'ai entendu beaucoup dans les médias français des gens, je vais dire politiquement importants, qui disent que ce n'est pas normal que les juges
puisse interdire à Marine Le Pen d'être présente à la prochaine élection présidentielle. Et ils disent que c'est le peuple qui choisit le président, c'est pas les juges. Ça ressemble pas au discours de Donald Trump, mais bon, C'est c'est ça. exactement la même chose. Ah, c'est pas de ça. Donald Trump. j'ai Non, entendu je ça, sais que non, il y a beaucoup de politiques Et de français qui tous le les disent. bords, de tous les bords. De tous les bords. Oui, mais ouais, parce que bon, on sait jamais. De Moi, ce qui tous me les fait bords, sourire. pas du bord du Non, Parti communiste. en tout cas. moi, ce qui me fait sourire, là, je souris. Pourquoi? Parce que il y a quelque temps, Marine Le Pen disait pas la même chose, notamment lorsqu'il s'agissait par exemple d'Alain Juppé, etc. Je pourrais citer plusieurs hommes politiques où les juges allaient dans le même sens. Et elle disait pas du tout la même chose. Elle disait bien au contraire qu'il faut appliquer, qu'il faut y aller, etc. Là où tu l'as dit, effectivement, où des fois il peut y avoir une différence, où là où l'ensemble de beaucoup de politiques se rejoignent, ils disent pourquoi la peine serait exécutoire tout de suite, qu'elle fasse appel ou non. Et c'est là que ça cause problème. Ouais. Certaines personnes disent que mais c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Moi, je veux bien. Moi, je veux cas. Ça a déjà été appliqué des fois. Ça a déjà été appliqué. Il y a même des réquisitoires qui ont déjà eu lieu comme ça en Martinique. C'est la loi. Après, bon, voilà. C'est la loi. C'est la loi. Et les gens qui demandent le respect de la loi au quotidien, je trouve bizarre mais effectivement, c'est vrai que ça serait ça mon politique. Et puis beaucoup de personnes parlent d'inéligibilité. Moi, quand je vois ce que les juges ont dit, même si je trouve que je ne m'immisce pas, mais je trouve que le dossier est quand même assez costaud. Et assez, voilà, dans tout ce que je vois, en tout cas, c'est les spécialistes qui le disent. Et quand on regarde bien, on voit qu'il y a quand même des choses quand même assez graves qui se sont passées, qui se sont déroulées. Mais au-delà de ça, on oublie l'aspect financier. Il ne faut pas oublier ce que l'Union européenne réclame, c'est-à-dire que ça peut être ça mon politique, mais l'amour politique du parti aussi, parce que c'est des sommes pharaoniques qui sont réclamées, qui ferait qu'ils ont déjà un emprunt russe, etc., des choses qui ferait que tout de suite ils sont obligés de mettre la clé sous la porte et le parti serait liquidé. Est-ce que vous vous rappelez de Fillon? Quand Fillon a décidé d'aller en politique pour être président de la République, oui. Les assistants parlementaires. Tout est sorti, parquet financier et tout. Oui, sa femme, voilà, etc. il est entré dans le collimateur de la justice. Juste après l'affaire Big Malu en plus. Voilà, il est entré dans ça. Et fini. Fillon fini, il est en Russie. Mais il n'a toujours pas remboursé, c'est pas fini. Il a proposé de rembourser sur 10 ans. Donc, on n'a pas encore vu le moindre euro. Ce que je veux expliquer, c'est les gens qui semblent vouloir se présenter à l'élection présidentielle risquent toutes sortes de malheurs juridiques. Non, apparemment. Cette enquête-là dure depuis plus de 10 ans. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Cette enquête-là dure depuis plus de 10 ans. Et puis elle n'en est pas à son premier coup. Elle a eu plusieurs affaires du même genre. On ne peut pas tenir un double langage. Oui. On ne peut pas d'un côté dire que le peuple exige des hommes politiques sérieux, honnêtes, exemplaires, etc. Voilà. Ça a été depuis Jean-Marie Le Pen en 1956, depuis l'époque du poujadisme, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite en France. Ils sont tous pourris. Sauf nous. C'est vrai. Or, les procureurs ont démontré, en démontrant le mécanisme, qu'on a, à partir des parlementaires, des assistants européens, des députés européens, mis en place toute une mécanique pour faire payer le fonctionnement du parti, non pas pour aider les députés à faire leur travail de député, mais pour fonctionner le Front National. Bon, par conséquent, et que le mécanisme était en plus centralisé sur la personne de Madame Marine Le Pen. C'est ça que démontrent les dossiers. Bon. Alors, on peut estimer que la loi est trop dure, mais n'empêche que c'est une loi qui s'appelle, je reconnais, puisque nous l'avons appliquée à l'ancienne DGCCRF, c'est la loi Sapin. Et il y a la loi Sapin numéro 2. Eh oui. Alors, bon, je connais des hommes politiques en Martinique qui ont été poursuivis pour des malversations dans les marchés publics, saucissonnage, etc., etc., etc. Bon. Et ils ont été condamnés comme ça, ils ont pendant été, 10 ans. Eh bien, bon, la réalité, c'est que quand les juges condamnent des hommes politiques pour malversation, la population prend la défense et les considère comme des martyrs. Et les remet en place à la prochaine élection. Bon.
Bon, mais ça sont les perversions du système démocratique capitaliste. Bien. Tu voulais dire quelque chose sur ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut arrêter d'être schizophrène. On demande des gens honnêtes pour pouvoir prendre un certain nombre de responsabilités. Et quand la personne fait absolument tout le contraire de ce qu'il faudrait en termes d'intégrité et puis d'honnêteté, avec l'argent public, de surcroît, parce que sinon ce ne serait pas drôle, on trouve toutes sortes de bonnes excuses. Non, je pense qu'il y a un minimum, que d'être égaux devant les tribunaux, déjà que c'est particulièrement discutable la façon dont la justice s'exerce en France, alors que la France donne des leçons de morale à tous les pays. Non, je pense qu'au bout d'un moment, il faut analyser les choses avec Ceci dit, elle n'est pas condamnée. Pas encore. C'est juste ce sont des réquisitions du ministère public. Bon, les juges ne sont pas encore prononcés. D'accord. Je voulais juste dire qu'effectivement, on a vu en tout cas que tout de suite qu'elle a changé de communication, etc., et qu'elle est beaucoup plus offensive, parce que les temps derniers, on l'entendait quasiment pas. Elle avait lissé son discours, faisait très attention à ce qu'elle fait, etc. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de la voir. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai connu à l'Assemblée nationale. Ils n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient pas aussi nombreux, rien à voir. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Une femme assez virulente, etc., à l'Assemblée, notamment durant ses interventions. Depuis combien de temps elle faisait très attention. Et là, d'un coup, elle a changé, ça fait qu'elle se dévoile un peu plus ces temps-ci par rapport à ça. Et je pense que ça lui a fait un peu perdre son calme et son flegme. En tout cas, elle se sent en danger. Mais là, elle use et abuse particulièrement de la rhétorique, c'est-à-dire qu'elle parle régulièrement d'instrumentalisation de la justice à son encontre personnellement. Et elle essaie d'amadouer les gens en disant que son pauvre papa de 96 ans est à l'hôpital, il ne va pas bien, etc. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de... Non, mais le phénomène avec Trump, hein. Non, mais c'est très classique ce genre de comportement. Ce sont seulement des réquisitions du parquet. Voilà, bon, là, elle fait pression et vous avez vu les éléments de langage qui sont développés. Ils sont tous ceux du Rassemblement national qui interviennent ont les mêmes mots, les mêmes termes. Mais ça, c'est très classique. Oui, bien sûr. On fait pression sur les juges en disant aux juges, mais c'est le peuple qui doit choisir, c'est pas vous. Alors que nous sommes face à un détournement de fonds publics. Très clairement, nous sommes face à un détournement de fonds publics et c'est acté. À partir du moment où c'est acté, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sanction. Alors, je ne sais pas, ça sera modulé. Le parquet demande 5 ans d'inéligibilité. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être un peu moins. Mais bon, il n'empêche que de toute façon, elle sera sanctionnée d'une manière ou d'une autre, puisque c'est acté, c'est un détournement de fonds publics. Alors, tu allais dire quelque chose, mais moi, je pense qu'elle n'échappera pas à une sanction. Moi, j'essaie de penser aussi au fait qu'elle a tout ça d'élus, députés élus à l'Assemblée nationale. Ils sont un groupe quand même assez puissant. Oui. Ils sont 89. Non, ils sont 140. Ils sont plus que ça. Ils sont 140. Ah oui, pardon, 89, c'était la majorité précédente. C'était avant la dissolution. Moi, je me demande, est-ce que... 122, je crois. Non, ils sont 140. 140. Ouais, 140. Est-ce que là, Vérifie. par rapport à toutes ces histoires-là, quelque part, il n'a pas fait pression sur le Premier ministre il y aura des sanctions. Non, sauf que nous savons qu'en principe... C'est le fou du hasard, même si c'est aussi, elle a dit ça. Bien sûr. Non, mais nous savons qu'il y a une séparation des pouvoirs. Mais le Premier ministre l'a fait convoquer. Il doit se voir bientôt. Oui, c'est pas... Si le gouvernement essaie d'intervenir, parce que là, c'est plus entre les mains du parquet. Le parquet représente le gouvernement, en quelque sorte. Mais c'est plus entre les mains du parquet. Le parquet a formulé sa réquisition. Maintenant, il appartient au juge indépendant de juger, de prononcer la sanction. Et en plus, et ça qui est terrible, 124. De plus, cette espèce d'exécution provisoire, là, ça veut dire que ça rentre en application tout de suite. Ça veut dire que c'est là le véritable problème. Parce que c'est deux choses, c'est l'inéligibilité et l'exécution provisoire. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle sera hors jeu pour les présidentielles de 2027. Si c'est ça, et je tiens à le rappeler, la sanction financière aussi risque d'être terrible. Parce qu'une sanction financière qui oblige le parti à mettre la clé sur la porte, comment faites-vous comprendre? Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. La sanction financière qui est demandée,
engendrait que quasiment le parti mettrait la clé sous la porte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont manœuvré comme ça, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils étaient, sur le plan financier, ils étaient à terre. Ils étaient en grande difficulté. Ils étaient en très grande difficulté, donc ce qui fait qu'ils ont trouvé ce moyen. Un prêt, je crois, russe. Oui, tout à fait. Un prêt russe. Mais je me demande si 124 députés, ça pèse lourd. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser ça pour faire pression sur le gouvernement? Pour revenir à tes propos, je ne sais pas s'ils l'utilisent ou non, etc. C'est vrai que fruit du hasard ou non, c'est vrai que Bardella a commencé à dire qu'il serait prêt à voter une motion de censure contre le gouvernement, contre Michel Barnier. Effectivement, Marine Le Pen a embrayé tout de suite après, un jour après, en disant la même chose. C'est-à-dire qu'il ne retrouve pas dans le budget, etc. Et que s'il s'y retrouve, mais pour l'instant, il ne s'y retrouve pas dans la proposition du budget, qu'ils seront prêts à faire voter. Alors qu'avant, elle avait toujours été plus modérée sur ça et elle n'avait jamais prononcé le mot censure. Jamais, pas une seule fois. Le problème est le suivant. Au-delà des, je répète ce que je dis toujours, des péripéties de la politique politicienne française. Parce que moi, je regarde la politique française de ma longue vue de Fort-de-France. Je regarde ces agitations stupides. Je regarde quelles sont les conséquences pour notre petit pays qui est en train de souffrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La France est arrivée à une crise de régime. C'est que la Ve République est arrivée à un stade où elle ne peut plus fonctionner. Bon. Alors, le président de la République peut dissoudre le Parlement, mais dans un an. Un an. Bon. Il lui reste 3 ans à faire, donc il a le temps de dissoudre 2 fois. On peut faire une motion de censure. Dans l'histoire. La majorité des citoyens, jusqu'à une période récente, les sondages, pensaient qu'il valait mieux laisser ce gouvernement. Beaucoup de citoyens en France n'apprécieraient pas du tout le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement et qu'on se retrouve dans une crise. Parce qu'on a vécu pendant plusieurs mois sans gouvernement. On l'a bien vu d'ailleurs pour les problèmes. Le problème de la vie chère, par exemple. On a reçu un ministre qui ne connaissait pratiquement pas les problèmes. Ça faisait un mois qu'il était là, à peine un mois. Bon, donc la je ne veux pas t'interrompre, mais il faut qu'on fasse vite parce qu'il a amené la lumière. La question, agiter la censure, il l'a dit. En principe, il y a une indépendance de la magistrature par rapport au gouvernement. Pardon? Je n'ai pas entendu le point. Il y a une indépendance de la magistrature. En principe qu'il a. En principe, il y a une indépendance de la magistrature, notamment ce qu'on appelle le siège. Dans la magistrature, il y a la magistrature debout, c'est-à-dire le procureur, et la magistrature assise, c'est-à-dire les juges. Bon. Ils sont indépendants, ils sont inamovibles. Le parquet dépend du gouvernement. Oui. Plus ou moins. Oui, le ministère de la Justice qui est censé être plus indépendant. Le garde des Sceaux. Ouais. Bon, en tout cas, les juges, les magistrats. Jusqu'à maintenant, les gens du Rassemblement national estimaient qu'ils n'étaient pas encore prêts à affronter des élections législatives. Bien. Alors, une question, avant qu'on regarde cette histoire-là. Un duel Dati-Attal aux prochaines municipales à Paris. Il semblerait que ce sera Attal éventuellement, pour l'instant, dans les sondages, qui semble mettre devant Rachida Dati. Qui donc? Gabriel Attal sur Rachida Dati. Gabriel Attal. Donc on ne parle même pas de l'actuel maire, quoi. C'est fini pour l'actuel maire. Hidalgo. Je pense que c'est une manœuvre politique aussi pour l'évincer. Le fait de l'invisibiliser aux yeux du grand public pour concentrer le débat sur Rachida Dati et Gabriel Attal. Mais Rachida Dati est poursuivi pour les malversations.
Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, oui, c'est vrai. Elle a une affaire sur le dos. On en a fait sur le dos. Pour 900 Nissan Renault. 900 000, attends, 900 et C'est bien quelques ça, mots. 900 000 euros. C'est 900 000 bien. euros. 900 000 voilà. euros, ouais, c'est ça. Donc, C'est ok. Carlos Ghosn, ouais. On verra bien ça. D'autant Guillaume. plus qu'elle a déjà exercé des fonctions, je ne sais plus dans quel arrondissement de Oui, Paris. elle était maire. Elle a été maire d'un arrondissement. Non, elle est maire toujours. Elle est toujours maire. C'est 7e arrondissement. Septième D'accord. arrondissement. Non, mais quand on sait ce que Rachida Dati a dit sur Macron il y a quelques années, et on a retrouvé. Donc on voit bien que c'est d'entraîne par terre. Mais ils ont tous dit des ouais. bêtises sur Macron. Même Barnier. Mais même le ministre des Finances qu'on avait avant. Oui. Comment il Le s'appelle? maire. Bruno Le Si Maire. tu, lorsqu'on remonte, on retrouve ces Oui, images-là, c'est vrai. mais c'est incroyable ce que vrai. tout le monde disait. Oui, bien sûr. Dès qu'on t'appelle, Mais les attends. gens sont près de leur téléphone, Mais dès qu'on attends, les appelle, c'est Mais lors de fini. son audition au Sénat et à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire n'a pas hésité à envoyer sur Elisabeth Borne, sur Gabriel Attal, etc. Il n'a pas hésité à le... En plus qu'on parle de justice, Chacun je son voulais vous défense. demander, est-ce que vous êtes au courant que il y a 3 membres du EOPRAC qui sont en garde à vue? Oui, tout à fait. C'est ça, tu peux nous dire un petit peu plus sur cette histoire-là, tu sais pas? Alors, Et puis d'après... j'ai vu apparaître un nouveau nom, Florence Saint-Pierre. Je ne la connaissais pas. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas entendu Tu es sûr son que nom. c'est pas Karine Thérèse, non, c'est pas. Allez, Karine, je te taquine. Allez. Non, c'est lié à l'affaire avec la préfecture. Donc, avec L'intrusion à la préfecture. Ouais. C'est ça, le Je ne terme. sais pas si Je on parle peut de terme, vraiment j'ai parlé de terme, parler pour simplifier. Je ne d'intrusion. suis pas ni juge ni quoi que ce soit. Moi non plus. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on leur reproche? Parce que moi, je Mais ne pour sais pas, l'instant, je suis pas là, je enfin, sais pas. Ouais. on sait qu'ils sont en garde à vue. On sait qu'ils sont en garde à Mais c'est vue. tous Alors, les avocats d'après qui ce que vont j'ai vous dire après. compris, Mario, le garde du corps du R1, se retrouve en garde à vue. On lui aurait cassé le poignet lors de... Je mets des guillemets parce que je n'ai pas vraiment de... On lui a cassé le poignet. Ce n'est pas une source fiable, c'est une personne qui connaît, une personne qui me l'a dit, donc je n'ai pas de certitude à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une vidéo de son arrestation qui tourne sur les réseaux. Vidéos, hein. Oui, C'est bien pour ça que je mets des guillemets. oui. C'est bien pour ça que je mets des guillemets. Donc Mario, je ne connais pas son nom de famille, a été arrêté. Gladys Roger s'est rendue d'elle-même. Elle a appris qu'on a perquisitionné, donc elle s'est rendue elle-même au commissariat. Et Florence, tu m'as dit... Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est bien ça. C'est ça? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée. D'accord. Très bien. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est aujourd'hui que tout ça s'est passé. Ça Donc, s'est passé pour ce ça, matin. On n'a pas de nouvelles. Mais il y a déjà un rassemblement. Or, je pense que ce sont des interrogatoires, hein, parce que en vrai. Alors, mais en tout cas, il y a déjà un gros rassemblement devant le commissariat de Fort-de-France, devant lequel je suis passée tout à l'heure. Oui, Michel dit qu'il faut se méfier des vidéos, et c'est vrai parce que j'ai vu aussi une vidéo de Rodrigue Petitot qui dit bloquer toute la Martinique à partir de maintenant. Donc, je pense que c'est très facile de faire d'aujourd'hui, de cet après-midi. Ah bon? Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui fait ça, parce que c'est très facile de trafiquer une vidéo. Ou alors, c'est peut-être aussi une vidéo ancienne. C'est peut-être une vidéo ancienne qu'on a Une mis vidéo ancienne, par et rapport puis- au fait qu'il y en ait 3 qui soient... Et puis, avec en l'intelligence artificielle, on Parce qu'on arrive fait à beaucoup de faire choses. des Il y a- choses il y extraordinaires. a fait une vidéo Oui, qui contredit la version officielle. Airpac. Ah, du Airpac? Oui, Contredit la version. la version du Le AirPod. Airpac parle de- dit- il parle de l'incident le Airpac à la a dit, préfecture. on ne nous a jamais empêché d'entrer à la résidence et c'est pas vrai, nous n'avons pas fait d'effraction. Il y a une vidéo de RCI qui a reconstitué à partir de certaines vidéos du Airpac et de gens qui ont filmé à l'extérieur de la résidence où on voit au contraire les policiers ont essayé d'empêcher le groupe du Airpac d'entrer à la résidence. Bon, cette vidéo est sur le site de RCI. Oui, c'est ça. Oui, Bon. tout à fait. Mais Bon, bon, par conséquent- cette vidéo-là aussi a été contestée par de nombreuses personnes et des personnes qui ont... Enfin, quoi qu'il en soit. je termine juste. Ouais, des quoi qu'il en personnes soit, qui ont suivi le direct. Alors, Tu c'est vas pas chez le difficile... préfet. Mais non, c'est pas. C'est difficile de trafiquer un direct. Oui, et mais- donc, dans l'ordre des images,
Après le direct, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut faire des montages, on peut faire... Non, mais Karine, très franchement, bon, vidéo ou pas vidéo, on ne va pas à la résidence préfectorale, c'est la résidence personnelle du préfet. On parlait de comparaison entre deux vidéos. Oui, mais qu'on force la porte à la préfecture, c'est un lieu qui doit accueillir la population, mais pas chez le préfet. Tu ne vas pas chez le préfet rencontrer le ministre. Moi, je dis, ça a été une erreur du RPRAC, et maintenant, il y a une sanction. C'est mise en examen, etc., réduction de la capacité de Rodrigue Petitot de circuler. Il est dans des conditions un peu compliquées. Il ne doit pas sortir le soir, il ne doit pas aller dans les manifestations, etc. Il n'a pas le droit de rencontrer le préfet. Bon, ce sont des choses qu'on aurait pu éviter, très sincèrement. Moi, je crois que là, c'est une erreur que d'être allé là. Ça veut dire que je suis suffisamment fort, je vais chez le préfet rencontrer le ministre parce que je veux voir le ministre. Et très franchement, je trouve que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Et ça, c'est mon point de vue, je le donne. Hein. Bon, je n'ai rien contre Petitot ni contre personne. Moi, je pense qu'effectivement, ils ont accéléré le mouvement consistant à revendiquer une meilleure situation pour les Martiniquais. Je suis d'accord pour dire ça. Sauf que là, maintenant, il faut construire et non plus détruire. C'est terminé. Il faut qu'on construise. Et construire, c'est avec tout le monde. C'est avec les syndicats, c'est avec les politiques. Il faut reconnaître effectivement la légitimité du politique pour pouvoir construire le projet. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Non, les syndicats et les politiques sont des représentants de la population. Pourquoi méconnaître ça? Pourquoi refuser de le reconnaître? Oui, mais on n'a pas donné suffisamment la parole. Je parle des syndicats, mais je parle également des politiques. Ils sont là, ils sont des représentants de la population. Il faut absolument construire ensemble. C'est ça qui nous manque là aujourd'hui, parce qu'on se tire dessus les uns les autres. Et puis, il faut faire attention aux égos qui sont surdimensionnés aujourd'hui. Parce que j'ai accéléré le mouvement, donc je dois endosser la paternité de ce mouvement. Non. Là, il faut construire. Et moi, je pense que ceux qui ont l'expertise et ceux qui peuvent, c'est effectivement les politiques et aussi les syndicats. Avec le mouvement citoyen, moi, je pense que si on se met ensemble pour pouvoir construire quelque chose, on va y arriver. Mais pas en se tirant les autres. Alors, j'ai une question à te poser à ce niveau-là. Comment tu expliques que malgré de nombreux désaccords sur je vais piquer Mathieu Cordémy un petit peu peut-être, mais c'est pas volontaire, comment tu expliques qu'avec les propositions qui étaient faites, que ça n'ait pas été satisfaisant? Mais de quel point de vue? Du point de vue de qui? Parce que c'est ça. Ah, mais excuse-moi de te le dire, on a des experts qui se sont penchés sur ces accords d'intention et des accords d'intention, enfin des principes d'intention. En tout cas, c'était pas vraiment suffisamment précis, ni dans les modalités, ni dans les sanctions en cas de non-respect, ni dans les deadlines, ni dans pas mal de choses pour être satisfaisant d'une part. Il faut des véhicules législatifs et réglementaires. Tout à fait. Il faut des véhicules. Et Christophe Girardier qui est en commission contre la vie chère. Et Christophe Girardier qui est en commission. Je l'ai entendu, ce Christophe Girardier. Tout le monde est expert de tout maintenant. Exactement. Tout le monde cherche à exister. Il a quand même suffisamment. Je pense qu'il faut le respecter parce qu'il a suffisamment de crédibilité. Je peux te donner d'autres experts aussi. Pour pouvoir siéger. Je me permets de terminer. Oui, je te laisse. Si on me donne le temps de répondre. Vas-y. Il a quand même suffisamment de crédibilité et d'arguments pour pouvoir défendre le fait que ces accords-là ne sont pas... C'est une coquille vide, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment précis, ils ne sont pas suffisamment construits, il ne tient pas compte... Il tient compte, et je l'ai toujours signalé, de l'effort de l'État, de l'effort des collectivités, mais la grande distribution qui est censée être au cœur de la machine et qui doit également s'investir dans la baisse des prix, on ne lui demande quasiment rien. Il n'y a pas de modalité d'exécution, il n'y a pas de sanction en cas de non-respect. Enfin, au bout d'un moment, il faut avoir un minimum de... Bon. Bien. Comme on n'a malheureusement pas le temps, je vais après l'émission 9, je vais lui remontrer certains articles. Voilà. Puis on va échanger.
Parce que bon, je suis désolé. voilà, On va mais échanger. Non, c'est celui qui a pas le temps. Attendez, je pense qu'il faut un peu d'expérience politique pour pouvoir... Je suis désolé qu'on ne puisse pas parler du dérapage de Mme Elisabeth Borne. Donc on peut en dire deux mots rapidement quand même. Du gouvernement. Mais ce qu'on peut dire. Elisabeth Borne concède avoir été alertée en 2023 sur le caractère critique de la situation. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Bruno Le Maire, c'est ce qu'on avait dit en 2023, et c'est ce que lui reprochent les sénateurs, mais aussi les parlementaires, ce qu'ils le reprochent. Pourquoi en plus, aller très simplement simplifier, la France avait prévu un déficit de 4,4 millions. Ils ont d'ailleurs même voté avec 4,4%, excusez-moi, des 4 millions. 4,4%. Ils ont voté, etc. Il y a eu un vote. Alors que ce déficit avéré, très tôt, ils ont su que ce déficit tournerait autour des 6%. Là, il est de 6,1%. Et ce que leur reprochent les sénateurs, c'est de ne pas avoir fait de projet rectificatif de finances, etc. Et Bruno Le Maire, lui, qu'ils ont interrogé une première fois, dit « C'est pas de ma faute, moi j'ai averti très tôt le président de la République, j'ai averti très tôt aussi Madame Borne, etc. J'ai averti tout le monde. » Donc chacun se renvoie un peu la balle. Il rajoute aussi dans ses auditions, du moins de celle, Borne n'a pas dit ça, mais Bruno Le Maire a dit, qui était le ministre en charge, il a dit d'ailleurs que c'est pas de notre faute, il y avait un logiciel qui était mal paramétré, donc ce qui fait qu'il a mal évalué le déficit. Et aussi qu'on avait prévu des recettes supplémentaires, mais on ne pouvait pas vraiment évaluer parce que l'après-Covid, on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner, etc. Donc c'est pas de ma faute. Et moi, j'ai proposé des mesures restrictives parce que je trouvais qu'il y avait des annonces qui nous coûtaient trop cher, mais malheureusement, Madame Borne, le gouvernement ainsi que le président de la République n'ont pas voulu m'écouter. Alors, voilà ce qui a été dit, pour simplifier. Oui, non, mais bon, je pense que nous sommes sur l'écume des vagues là, parce que le problème principal, c'est quoi? C'est un problème d'une croissance qui est atone, qui n'est pas suffisante pour faire face aux dépenses qui sont quasi obligatoires. Je veux rappeler que la France dépense 480 milliards d'euros chaque année, alors que son niveau de recette est de 350 milliards. Donc ça veut dire qu'automatiquement, tu es obligé d'aller sur les marchés financiers pour emprunter. Et c'est pour ça que la dette est de 3 000 milliards aujourd'hui. 3 828. Oui, près de 4 000 milliards. Ouais. Et il faut se rappeler que les difficultés sont là. Je veux rappeler, juste pour l'histoire, lorsque Hollande est arrivé, il a mis en place le CICE. Vous vous rappelez ce que c'est? Le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Ouais. 20 milliards par an donnés aux entreprises pour que les entreprises puissent favoriser l'emploi, embaucher. Ouais. Avec un gentil, s'il vous plaît. Bon. Ça veut dire sans obligation derrière. Oui, sans obligation derrière. Parce que très tôt, Hollande a affirmé qu'il allait inverser la courbe du chômage. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme il a échoué, c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté. Nous sommes d'accord, en 2017. Oui. Ensuite, le Covid. Le quoi qu'il en coûte. Lorsque Macron est arrivé, la dette était d'à peu près entre 2 000 et 3 000 milliards d'euros. Maintenant, c'est à 3 800 milliards. Donc ça veut dire que tout ça a coûté énormément pour un résultat qui est tout à fait peu significatif. Donc il y a une addiction de la France à la dépense et à la dette. Tu parles du président surtout. Comment? Du président Macron. Non, je parle de tous les gouvernements, parce que la France est endettée depuis 40 ans. Mais seulement, ça s'est accéléré. Comme tu as parlé non, ce que je veux dire, c'est que... Comment il s'appelle encore? Hollande a laissé, quand Macron est entré. Oui, quand Macron est arrivé, ça s'est accéléré, notamment avec le Covid. Parce que déjà sous Hollande, la dette était déjà très importante. Mais c'est tout simplement pour un problème de croissance. Tu n'as pas de croissance, parce que l'animation économique du monde s'est déplacée de l'Europe vers l'Asie. Donc tu produis pas, tu produis plus, donc tu as une croissance qui est atone. Et c'est pour ça que la France est endettée de cette manière-là. Il faut rappeler, et c'est sur la dernière chose que je dirais, que en plus, quand tu es endetté comme ça, les marchés financiers ne te font pas de cadeaux. Ouais. Et puis la note aujourd'hui, la note est dégradée, bien sûr, mais aujourd'hui, la France emprunte à des taux d'intérêt qui sont supérieurs aux taux d'intérêt qui sont servis à l'Espagne et au Portugal. Je m'arrête là. Michel. Alors, la traduction de cela, c'est que
devant le Sénat, il a été révélé, je lis, hein, qu'une note interne de l'administration, excusez-moi, avait été envoyé. Une note interne de l'État catastrophique des finances a été tenue. Et les types n'en ont pas tenu compte. Les conclusions de cette note, c'est que les recettes étaient nettement inférieures à celles qui étaient prévues. C'est la traduction de ce qu'il dit. Comme la croissance a été inférieure, les recettes, notamment celles de la TVA, la principale recette de l'État, il y a plusieurs recettes. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, mais la recette qui bouge le plus avec la croissance économique, c'est la TVA, puisqu'elle s'applique sur les produits de consommation. Elle était inférieure à celle qui était prévue. Ce qui fait que, ce qui explique, et la suite, c'est ce qui s'est passé. C'est que, probablement, c'est vrai que le maire a voulu faire un budget rectificatif. Bon. Et on lui a dit, pour des raisons politiques, il ne fallait pas le faire. Bon, c'est possible. Mais le fond du problème, c'est que c'est l'accumulation des cadeaux fiscaux faits par Macron, la suppression de l'impôt de solidarité sur les fortunes, la suppression de la taxe d'habitation, la flat tax, etc. Tous ces cadeaux fiscaux, donc ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème d'insuffisance de recettes et de recettes de la part de ceux qui peuvent payer. Absolument. Okay. Voilà. 200 milliards de cadeaux fiscaux organisés dans différents mécanismes pour très grandes entreprises. Et puis, à partir de 120 millions d'euros d'argent parti dans les paradis fiscaux, avec 1600 contrôleurs fiscaux en moins. C'est-à-dire qu'on a fait le sacrifice de contrôleurs fiscaux qui étaient là pour permettre à cet argent-là de rentrer dans les caisses de l'État. Mais ils ont fait l'un des ministères. Alors, je suis un ancien du ministère des Finances. La DGCCRF, c'était une administration financière. L'un des ministères qui a été le plus saigné par les gouvernements. Oui. Pourquoi Parce que les fonctionnaires des finances, les fonctionnaires des finances, notamment la DGCCRF, les fonctionnaires des impôts, eh bien, ils taxent précisément les capitalistes. Bien. Alors, malgré l'histoire des repentis, finalement, ça n'a pas fait suffisamment de personnes revenir. Bien, merci tous les quatre. Merci une fois de plus d'avoir éclairé nos amis téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à toi, Mano. Merci à Zouk TV. Merci. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à Grégory, Jordan. Et je voudrais simplement avoir une petite pensée pour la famille de Guy Sobeski. En tout cas, de qui? Docteur Sobeski. Docteur Sobeski, qui malheureusement nous a quittés. Je voulais avoir une pensée pour sa famille. Guy Sobeski. Oui, je voulais avoir une pensée pour sa famille parce que c'est quelqu'un qui a œuvré quand même dans le milieu hospitalier, etc. Et beaucoup pour la Martinique, qui s'est donné de l'OJAM, etc. Guy, c'était un grand militant de la GEM et de l'OJAM. De l'OJAM, etc. J'aurais le temps de l'évoquer ici, mais j'ai une pensée pour sa famille. Très bien. Merci à tous. Et un type d'une grande courtoisie et gentillesse. Merci beaucoup et à bien vite. À bientôt sur Zouk Télévision. Merci à toi.